Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Et bonjour à tous, c'est Patrick de Carvalho et je suis à nouveau sur le podcast Je ne perds jamais. Et aujourd'hui, je reçois un entrepreneur qui pour moi est un gars un peu fou, un peu incroyable, qui fait tout un tas de choses et notamment deux podcasts. Il a carrément 2 podcasts, hein, un seul ne lui suffisait pas. C'est Basile. Bonjour Basile Vierne. Salut Patrick, comment ça va? Salut Basile. Écoute, je suis ravi de te recevoir ici parce que en plus tu fais partie toi-même de ces créateurs de contenu et de podcasts. Donc voilà, c'est un peu le miroir de se voir comme ça en face. Écoute, nous on s'est rencontrés sur le fameux LinkedIn. Et puis donc moi je te suivais parce que tu as voilà une approche, je dirais très tranchante, incisive du business avec énormément d'authenticité et puis d'anti-bullshit, j'appellerais ça comme ça. Donc ça m'a donné envie de te rencontrer, de te recevoir ici. Et en plus, tu incarnes, je dirais, le côté solopreneur. Tu as même, je crois, fait tien une dénomination que tu as appelée Solop, le Solop, Le Solop, qui est, voilà, qui sont effectivement ces entrepreneurs qui n'ont pas de salariés, hein, on est d'accord, hein, là, on en profite pour donner la définition pour ceux qui ne connaissent pas encore le solopreneuriat. Le solopreneur, c'est une personne qui a des business qui en général tournent tout seul, hein, c'est ce qu'on appelle des revenus passifs qui sont liés à voilà du coaching, de la formation entre autres, et puis qui est capable de sous-traiter en fait un certain nombre de business, donc qui fait travailler d'autres freelances, mais il n'a pas de structure avec des salariés, hein. C'est le solopreneur n'est pas une société avec des salariés. La grosse différence entre le soloprenariat n'est pas du freelance. Ouais, tout à fait. Le solopreneur, c'est vraiment une entreprise de une personne. Il faut vraiment le voir comme ça. Oui, c'est ça. Le solopreneur, c'est quelqu'un qui a un business qui peut passer à l'échelle, peu importe quelle échelle, Oui, c'est vrai. mais sans salarié. Alors qu'un freelance, c'est quelqu'un qui vend son temps dans des missions. Mais le point commun, c'est qu'ils sont un. Voilà. Et comme tu le dis très bien, en général, un soloprenariat ou décide d'appartenir à une ou plusieurs toiles d'autres solopreneurs ou d'autres business, hein, parce qu'on peut aussi sous-traiter à des boîtes, etc. Et ce qui permet une très forte circulation du business et de la valeur. Et il y a vraiment des petites constellations comme ça de solopreneurs qui, pour des projets qui vont dépasser parfois sur certains bords leurs compétences et leur champ d'action, vont solliciter d'autres solopreneurs. Et ça vient de la fameuse philosophie qui a été posée par Naval Ravikant qui dit qu'en gros, pour lui, il y a 7 milliards d'êtres humains sur Terre et potentiellement, son utopie, c'est qu'il y ait 7 milliards de solopreneurs sur Terre. 7 milliards de business, hein, tout à fait. Voilà, 7 milliards de business, mais dans le sens 7 milliards de solo business. En fait, nous, on dit solopreneur en France parce qu'on adore mettre des mots, on adore faire des trucs à la française, mais le terme originel, c'est solo business. Donc, c'est vraiment une company of one, tu vois, c'est une entreprise. C'est la fameuse company of one, ouais, tout à fait. Ouais. Nous, on l'a attribué, on l'a mis en mode, on parle de la personne, eux, ils parlent du business, tu vois. Yes. Donc, c'est très intéressant. Et donc, c'est pas du freelancing, c'est surtout ça que je voulais dire. Non, je suis d'accord. Eh ben, on va parler de ça. Et donc, Basile, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais qui, voilà, c'est une personne qui gagne à être connue. Il signe non pas d'un Z comme Zorro, mais du B. Hein, c'est le B, le B point. C'est comme ça qu'il vous signera des super commentaires qui sont souvent très instructifs.
sur vos propres prises de parole. Donc voilà, j'apprécie particulièrement Basile que tu sois là avec nous. Basile, tu as un parcours qui est assez éclectique, mine de rien. Tu vas peut-être nous raconter ça. Ça peut être intéressant de demander, tiens, comment toi tu te présenterais. Et on a pour ceux qui suivent un petit peu cet univers-là, tu navigues entre plusieurs zones géographiques et notamment tu vas, je crois, régulièrement jusqu'à Dubaï, puisque tu gravites aussi autour d'un personnage emblématique de l'entrepreneuriat qu'on connaît tous, en tout cas ceux qui sont dans l'univers de la Startup Nation, qui est le fameux Oussama, j'allais dire Oussama le Magnifique, comme le podcast qui a été lancé là-dessus, mais c'est Oussama Hamar. Je crois que tu le côtoies régulièrement. Et d'ailleurs, vous avez un des deux podcasts, je peux le dire là. Il y en a un, c'est toi tout seul, je dirais, face à la forêt, face aux éléments. Exactement. Ça s'appelle Campa des Gamberges. Donc ça, c'est un concept vraiment très original où hop, tu t'enfonces dans la forêt à 6 heures du mat et puis tu nous racontes des choses tout à fait intéressantes sur tout ce qui te passe à travers l'esprit par rapport au montage de business et tes états d'âme. Très podcast très intéressant. Et l'autre podcast, c'est Entre nous, que tu fais justement avec Oussama. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors Basile, allez, à toi la parole. Est-ce que tu peux nous raconter, te présenter si jamais tu dois faire cet exercice? Ouais, bien sûr. Alors, donc Basile, 33 ans, gaucher, né à Paris intramuros et élevé dans cette ville qui a dégénéré et que j'ai quitté il y a quelques années maintenant. On parlait de ça justement en off pour présenter. Tout à fait, tout à fait. Ça s'est pas mal dégradé. Ouais, ça s'est pas mal dégradé, comme on dit. Mais bon, c'est comme ça. Parcours éclectique. Alors, moi, je suis pas super fan des gens qui adorent s'arroser d'émerveillement, tu sais, tout le monde dit qu'il a un parcours atypique, puis en fait, quand tu regardes, bon, c'est ce que je veux dire, c'est qu'en gros, j'ai un parcours qui est décousu. Dans le sens où il y a très très peu de cohérence entre les étapes et entre les les métiers. Ce qui caractérise mon parcours, comme celui de beaucoup d'autres gens, c'est que très tôt j'ai dû faire de l'argent, gagner de l'argent, pardon, parce que gagner de l'argent. Faire de l'argent, on voit tout de suite le mec qui la planche à billets. Non, t'as pris les billets, non. J'aurais adoré faire ça, mais non. Non, ce que je veux dire, c'est que très tôt j'ai eu besoin, comme beaucoup de gens, d'aller chercher un salaire. Quand je dis très tôt, c'est vraiment très tôt, donc avant la majorité. Et donc je suis très tôt allé bosser tout simplement, hein, comme en fait. Parce que Basile, parce que pas d'études, parce que tu as pas fait d'études longues, etc. Bah, c'est pas que je l'aurais pas pu, c'est que, enfin, dans le sens, personne m'en aurait empêché, mais ça me tentait assez peu. Ouais, t'étais pas branché là-dessus, quoi. Ouais. En fait, c'est un énorme regret pour moi En fait, c'est pas un regret de pas avoir fait d'études, ça c'est faux. C'est un énorme regret de pas avoir capitalisé sur l'école. En revanche, j'ai été tu sais, le gars qui a pas du tout utilisé l'école pour s'élever, mais plutôt pour tisser tisser du lien, ça c'est top, parce que c'est aussi une des fonctions. Mais j'ai jamais perturbé l'école. Par contre, j'y ai pas donné plus de 5% de mon potentiel. Et alors, évidemment, j'avais la chance comme certains gamins qui n'ont pas besoin de travailler trop pour faire le minima. Bah, tu vois, de toute façon, c'est le piège ultime, c'est quand t'as pas besoin de trop te faire mal pour faire les minima. Et je vois, tu vois, mes quelques anciens camarades qui, alors j'en ai pas gardé non plus des millions de l'époque du collège, tu vois, mais qui eux étaient des grinders qui avaient besoin de se défoncer la tête pour pouvoir à peine toucher la moyenne et tout. Ouais, mais ça a façonné chez eux une personnalité qui les a très tôt poussés pour certains sur la voie entrepreneuriale, avec justement des qualités et un momentum d'intensité dans le travail qui nous devançait bien fortement, nous les cancres doués, comme on appelle ça, tu vois, mais donc voilà, donc pas d'études, et puis surtout t'as fait quoi? T'as été jusqu'au bac? T'as quitté avant le bac? De toute façon, tout simplement, je pense que ma mère me décapitait si j'avais pas le bac. Non, mais je plaisante, mais c'était très clair depuis le début. Ah bah les parents, ils veulent toujours le meilleur pour nous, et le meilleur pour eux à leur époque, bah c'est faire des études, faire le bac. Je pense que ma mère, qui a quand même, je pense, elle a dû péter les plombs une centaine de fois dans ma scolarité, parce que j'étais quand même turbulent, mais pas dans les cours, en fait.
pas dans ça, je ne nuisais pas au cours, je ne nuisais pas à l'enseignement. Pas la pagaille à l'école ou en classe, quoi. Non, alors à l'école peut-être plus, mais pas en classe. Enfin, j'ai jamais parce que il y avait ce côté. Moi, j'ai toujours eu, je sais pas d'où ça vient, mais je supporte pas les gens qui gênent les autres. Dans quoi que ce soit, c'est-à-dire dans le métro, au restaurant. Alors dans un putain d'open space ou dans une classe, c'est un truc vraiment, ça me déclenche instantanément. Je comprends pas les gens qui gênent. L'injustice, quoi. L'injustice, c'est un truc qui te titille. Ouais, pas dans le bon des fois c'est inconscient. Hein. Des fois on dérange sans s'en rendre compte. Mais quand c'est conscient, pour moi c'est un motif de pugilat, mais direct. Quoi. Là-dessus, je te ressemble un peu. J'avoue que j'ai les poils qui se hérissent, moi. Mais oui, mais c'est dans des situations comme ça, tu sais, dans des situations de stress, etc. Je sens le danger arriver et autour de moi, et j'ai tout de suite, je pars en mode, c'est clair. donc pas d'études, parce qu'en fait j'ai bossé très tôt, avant d'avoir besoin. Hein. J'ai bossé très tôt et je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais j'ai goûté à l'argent très tôt, dans le sens légal. Hein, en fait, dans le sens légal. Non, mais c'est sûr que en fait, quand tu touches ton propre argent, te dire allez, je gagne mon oseille, c'est ça. En fait, non, c'est pas vraiment, c'est pas ça, parce que je te mentirais si j'ai ça. J'adorerais faire cette punchline rétrospectivement pour faire. Mais en fait, c'est pas ça. C'est tu goûtes au pouvoir d'être rémunéré. Et à l'époque où moi j'y goûte, moi j'ai toujours été un bosseur. J'ai toujours bossé très dur. Alors c'est paradoxal ce que je dis, parce que je viens de dire que je foutais rien à l'école, mais j'ai toujours bossé très dur là où je pouvais. Et le boulot, comme certains l'entendent comme une tannée, moi j'ai appris à bosser très dur très tôt. Donc en fait le boulot, c'est pas un très gros effort pour moi. Tu le ressens donc quand pas, on me payait, tu vois, moi j'avais 14 balais, je touchais mes premiers billets pour avoir poussé des chariots sur les marchés ou dans des, tu vois, je bossais dans les grandes surfaces et tout. Limite c'est un jeu en fait quand tu sors de l'adolescence et tout machin, et là t'as un mec qui vient qui te tend des billets. Yes. Tu bugs en fait, tu comprends, tu payes pas d'impôts, c'était pas prévu que t'aies ces billets là, donc évidemment à 14 ans t'es encore chez ta mère, tu vois, enfin t'as pas des banques, et à côté de toi t'as tous tes potes qui eux touchent rien du tout. Alors moi j'appartenais pas vraiment à la caste sociale où t'as de l'argent de poche, enfin, etc. Mais si tu veux, du jour au lendemain tu te retrouves avec quelques centaines d'euros dans les poches, alors que moi j'ai grandi encore une fois sans tomber dans des caricatures de misérabilisme, et j'ai grandi dans un foyer modeste, de la classe moyenne modeste, et qui a été fragilisé comme beaucoup d'autres familles par un divorce qui crée une dispersion financière. Enfin, tout le monde connaît ça, tu vois, quand papa et maman se séparent, tu vois, c'est un bordel pas possible. Moi, mes parents ont fait ça en grande intelligence, donc ça s'est bien passé, mais tu vois, on a toujours fait attention. Moi, j'ai toujours vu ma mère faire les comptes 3 ou 4 fois d'affilée à chaque fin de mois tu connais le mème de la blonde là, qui voit des calculs et tout machin. Tu vois, nous, nos mamans, c'était ça. Alors par contre, elle tenait le foyer d'une main de maître, et elle savait exactement ce qu'elle faisait. Et puis s'il fallait qu'elle se serre 57 fois plus la ceinture, elle le faisait. Donc j'ai jamais manqué de rien, mais j'ai toujours eu une espèce d'évidence que là ça manque un peu quand même d'argent. Attention, hein, comme je t'ai dit, j'ai grandi Paris intramuros. Alors intramuros à 200 mètres près. Hein. J'étais dans le sud-ouest du 15e, donc qui est déjà le sud-ouest de Paris, donc vers Ballard pour ceux qui connaissent. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis privilégié de base, mais j'ai toujours été confronté à la limite financière. Et quand tu grandis intramuros, le paradoxe aussi, c'est que tu vois les autres gens qui eux sont absolument pas gênés aux entournures, tu vois. Alors je dis pas que tu les vois pas quand t'es en banlieue, hein. En banlieue aussi tu dois le voir. Mais tu vois, mes potes qui étaient en banlieue à cette époque-là, il fallait qu'ils viennent à Paris. Il y a tout ce truc d'itinéraire. Nous on marchait 10 minutes, peut-être un peu plus, on arrivait dans le 7e, tu vois. Là tu fais oula, c'est pas le même, pas la même histoire, tu vois. On a changé de quartier là. Moi c'était pas tant parce que même, tu vois, moi j'ai grandi en HLM à Paris, l'immeuble où j'étais, ça allait. Hein, c'est juste je te dis pas qu'on avait du marbre sur les murs mais un HLM en plein Paris, c'est peut-être pas le même que celui du, je sais pas où, 93 ou 95 ou 91. HLM, c'est juste une régulation. Les gens ont du mal avec ça, mais c'est juste un concept de régulation des loyers. Hein, attention. C'est ça, mais ce que les gens ont du mal à comprendre avec ça, c'est le HLM. À Paris, il y a beaucoup d'HLM qui sont dilués dans des quartiers qui sont des quartiers normaux.
de par le fait que Paris, c'est Paris. En banlieue, là, le phénomène, c'est qu'ils sont concentrés. Mais le truc, c'est que dans un HLM va cohabiter une population qui n'a qu'un dénominateur commun, c'est d'avoir la nécessité d'un loyer plutôt modéré. Mais il y a plein de raisons d'avoir besoin d'un loyer modéré. Par exemple, tu vois, moi j'avais des voisins de palier, ils avaient 6 gosses. C'est pas qu'ils gagnaient mal leur vie, mais à 2, enfin à 1,5, ils avaient du mal à assumer. Bon, il y avait un enfant qui avait besoin de soins particuliers. De soins et tout ça. Voilà. Et puis, des fois, il y avait des handicapés dans l'immeuble. Il y avait des gens de conditions sociales extrêmement basses, etc. Donc, en fait, c'est des gens qui cohabitent, qui ont un dénominateur, c'est de pas pouvoir assumer un loyer parisien réel. Et tu mets du temps à avoir un HLM à Paris. Hein. C'est la liste d'attente est à dizaines d'années, tu vois. Les dossiers, c'est compliqué. Ouais, donc en gros, pour revenir, je sais plus trop ce que je disais, mais comme j'ai toujours grandi avec ton parcours scolaire notamment, on a dérivé. En fait, j'ai goûté à l'argent, et comme j'avais déjà ce bug de dire bon, l'argent, ça serait quand même pas mal qu'on en fasse un jour, parce que je vois que c'est un truc qui nous gêne à plein de moments, qu'il faut faire en fait, ce que je déteste dans le manque d'argent. Je parle pas du manque d'argent qui est dangereux pour la santé et pour la survie, comme certains peuvent malheureusement le vivre. Je parle du manque d'argent qui t'oblige à choisir. Ça, c'est un truc qui m'a insupporté très tôt dans ma vie, et c'est jamais moi qui ai eu à faire les choix, c'est plutôt quand je voyais mes parents ou mes aînés et les gens de mon quartier. C'est-à-dire qu'en fait, il faut toujours choisir quand t'as pas d'argent. Ça, on peut pas. Exactement. T'as compris. Il y a toujours une notion de sacrifice que les gens trouvent noble. Alors, je suis content que mes parents se soient sacrifiés pour moi, mais les gens sont fascinés par le sacrifice, alors que je trouve que c'est plutôt un signal négatif, quoi. S'il y a besoin de se sacrifier, alors attention, sacrifier dans le sens tranquille. Oui, c'est bon, allez, je vais me priver de ça parce que j'ai envie que mon gamin il puisse avoir, tu vois, enfin, quand il s'agissait pas par luxe et par goût de la variété des affaires, mais parce que j'avais plus de pompes pour aller à l'école, quand il fallait acheter une nouvelle paire de pompes. Quand tu vois ta mère faire des plans algorithmiques stratégiques pour savoir si on va à Decathlon ou à Action ou à machin, tu sais que... Ouais, parce que 10 € d'écart, c'est 10 € d'écart. Ouais, mais exactement, voilà, c'est exactement ça. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours... Une paire de baskets à 59, c'est pas la même que celle à 49. C'est ça. Et ce truc-là, moi, je l'ai toujours vécu comme un virus, comme un truc qui nous parasitait. Et donc, bref, pour revenir au moment où ça a un peu cassé ma tête, c'est quand j'ai touché mes premiers billets. Moi, en plus, j'ai jamais été un mec qui dépensait de l'argent pour... Déjà, je dépense pas d'argent pour moi. T'es plutôt frugal, toi? Je suis pas frugal du tout. Vraiment pas du tout. Sinon, je serais riche, je pense. Mais en fait, je suis frugal avec moi. C'est-à-dire que... D'accord. Mais c'est pas du tout... je te fais pas du tout ça en mode vertu. J'ai pas besoin de me dépenser de l'argent pour moi. Tu vois. Par contre, pour ma famille, pour les autres, pour des projets... Alors, moi, il faut le séparer de mes projets, hein, évidemment. Sinon, là, mais c'est-à-dire que moi, j'ai des potes à l'époque, et c'était très, très normal. Quand on a commencé à vraiment prendre des payes à 18, 19 ans, j'achète un scooter, j'achète des pompes parce qu'on a grandi sans pouvoir s'acheter de chaussures. Enfin, on n'était pas pieds nus, mais tu vois. Ouais, je vois très bien le petit côté. Je gagne mon premier argent et donc je me paye les trucs que j'avais pas ou que je pouvais pas me payer. Ou que je voyais ma mère me dire ah bah non, le mois prochain quoi, on achètera ça. Moi, je tentais des trucs en fait avec mon argent, je faisais des expériences, mais je l'ai pas trop, je le disais pas trop ça, mais parce que j'avais honte. Mais tu vois, alors c'était pas quand j'avais 14-15 ans, mais c'était quand j'étais un peu plus vieux et que je touchais des payes vraiment à 4 chiffres. Enfin, 4 chiffres tranquille. À partir de 1000 €, t'es à 4 chiffres, hein, rappelons-le. Mais tu vois, je me rappelle de 2 fois. J'avais envie de comprendre ce que ça faisait d'être servi. Parce que moi, j'ai beaucoup travaillé en restauration. D'accord. Ouais, j'allais comprendre ce que ça voulait dire d'être servi. Tout ça, mais il y avait on va y venir. Mais d'être servi par des gens qui travaillent dans du haut de gamme. Et donc, en fait, j'avais économisé pour aller manger dans un restaurant, mais loin de chez moi, tu vois, dans un truc où personne ne pouvait. Bon, évidemment, il y a personne que je connaissais dans le restaurant, tu vois. Et c'était pas du tout pour me faire plaisir, même si j'y ai pris un grand plaisir. Si j'avais besoin de vivre ce truc-là. Cette expérience-là. Et de bugger. Ouais, exactement. Mais bon, mais donc bref, donc je goûte à l'argent assez tôt, ce qui fait qu'en fait après le bac, qui était un prérequis indispensable par ma mère, imposé par ma mère, et elle a très bien fait de m'imposer ça. Je suis allé bosser en fait. Je suis allé bosser direct et restauration, marché. J'ai fait du fruit et légumes pas mal dans les grandes surfaces. Enfin, pas dans les grandes surfaces, dans les moyennes surfaces.
Parce Et que j'avais des touches. on peut dire qu'en fait, en faisant ces jobs, tu commences à 14-15 ans, etc. Tu fais tes premiers jobs, etc. Ce qui va se passer, raconte-nous si je dis vrai, mais en fait, tu découvres que finalement, l'argent, c'est le véhicule de la liberté, en fait. C'est que donc, tu te rends compte que, bah, avoir de l'argent, ça te permet justement de pas te priver ou de plus te priver de choses, et donc ça te donne un accès à une liberté d'action qui va devenir une sorte d'ambition de virus, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te dis ah bah ça y est, j'ai compris à quoi servait l'argent, quoi. Ça servait à ma liberté justement, finalement. Je pense que moi j'ai été extrêmement bête. En fait, c'est marrant ce que tu dis parce que ça aurait pu, et je pense que j'aurais économisé 10 ans, mais en fait non. J'ai très vite compris que l'argent était le carburant pour exister en tant que consommateur et en tant que... Alors, sans tomber dans les raccourcis faciles, mais en tant que bon citoyen qui paye ses impôts, son loyer, son passe Navigo et son essence. Et je comprenais aussi qu'en fait, plus tôt j'en faisais, plus tôt je devenais un adulte opérationnel de la société. Et ce dont je me rendais pas compte, c'est plus tôt t'en fais, plus tôt t'en deviens dépendant. Mais à aucun moment, en fait, je savais que l'argent c'était la liberté, mais dans ma tête, il allait falloir travailler une quantité extrêmement élevée d'heures pour atteindre un petit niveau. En fait, le problème de goûter un salaire trop tôt, moi j'ai toujours été un bon élément là où j'ai bossé. Je suis toujours le gars qui va se défoncer. Mais en fait, c'est encore une fois, c'est comme tout à l'heure quand je te dis je dépense pas d'argent pour moi, c'est pas du tout en mode intentionnel, c'est une réflexion de la vie, c'est une qualité. C'est juste que je ne sais pas travailler un peu. Quand tu m'appelles pour t'es en tout ou rien, quoi. Voilà, tu sais, moi j'ai été formé par des mecs dans la restauration, par des calabrés à l'ancienne, par des forains sur les marchés, des gens en fait qui comprennent pas le côté demi-mesure, il y a pas de demi-mesure, c'est tu bosses, quoi. Voilà, c'est ça. J'ai pas mis les pieds dans un bureau avant vraiment d'être assez âgé entre guillemets. C'est-à-dire que moi, pour moi, le travail c'est de l'effort intense parce que le peu de temps qu'on a pour travailler, même si c'est en fait la majeure partie de notre vie, il faut qu'on tabasse le plus possible. Et c'est ce qui m'a donné aussi les opportunités, alors qu'elles n'étaient pas des opportunités incroyables. Mais moi, j'ai jamais eu un jour de chômage dans ma vie, parce que chômage dans le sens sans travailler. Oui, parce qu'en fait, sans travailler, quoi, sans faire quelque chose. J'ai tout vécu, moi, j'ai tout vécu dans les boîtes, dans le sens tout vécu. Ce que je veux dire, c'est j'ai dû parfois quitter des boîtes parce que les boîtes se cassaient la gueule ou parce que il y avait des conflits entre les patrons, etc. Et j'ai toujours retrouvé du taf le lendemain. Parce que le patron appelait un mec qui connaissait, disait bon, j'ai un de mes gars. Tu vois, quand t'es fiable et au-delà d'être fiable, quand t'es efficace, ça va. Enfin, tu vois. Et moi, j'avais besoin de pas me poser de questions. Tu vois, j'avais besoin de me dire, de toute façon, je sais que je travaillerai toujours parce que des mecs qui veulent m'avoir au plateau sur leur terrasse, il y en a 25 dans Paris. Des mecs qui veulent m'avoir sur leur marché, il y en a 25 dans Paris. Tu vois ce que je veux dire? Et donc j'ai bossé avec cet état d'esprit-là parce qu'on me l'a transmis. Et j'étais satisfait des quelques centaines, milliers d'euros qu'on me donnait en échange, parce que pour moi, de là d'où je viens, de la culture et de l'éducation que j'avais, à part mettre une cagoule ou jouer au loto, il y avait pas vraiment moyen d'imaginer péter des sphères de revenus. C'était pas de la résignation, hein. C'était pas de la résignation, c'était de l'ignorance, tu vois. Et un phénomène aussi qui est un peu compliqué, c'est de l'entre-soi aussi. C'est un entourage extrêmement homogène. Moi, j'ai les gens avec qui j'ai vécu jusqu'à mes 24-25 ans, allez, plutôt 24 ans, 25 ans, c'est les gens avec qui je suis né, tu vois. Je suis très peu sorti du noyau. Les relations sociales de notre statut, de là où, entre guillemets, on est, on vit. Mais tu vois, ne serait-ce que d'aller voyager, ça peut casser ça largement, tu vois, ou d'aller faire tes études ailleurs ou quoi. Moi, les gens avec qui je bossais quand j'avais 23 ans, c'est les mecs qui étaient en maternelle avec moi, tu vois. Et donc, ce que je veux dire, c'est que quand tu n'es pas exposé à autre chose qu'au décor que tu connais déjà, il est potentiellement difficile pour toi de te rendre compte qu'il y a un changer de catégorie ou chercher. Après, et c'est marrant parce que j'ai été curieux comme gamin, mais sur des trucs qui étaient dans mon champ, tu vois. C'est drôle. Mais bon, voilà. Donc quand tu disais, c'est très marrant ce que tu as dit parce que ça m'a fait réfléchir. Mais on disait t'as découvert que l'argent c'était une forme de liberté, donc c'est pour ça. Et en fait non, pas du tout. Moi j'ai découvert que l'argent c'était un truc que j'aimais bien. Genre
En fait, c'était pas l'argent que j'aimais bien. J'aimais bien être payé. T'as pas compris nécessairement ou t'as pas assimilé tout de suite que finalement ça te donnait cette liberté d'action. Ah bah non, pas du tout. Pas du tout. Et puis j'avais pas de modèle dans le sens. Alors c'est pas une plainte, hein, mais il y avait personne dans l'entourage où on était. Oui, j'allais te demander, est-ce que t'as des frères et sœurs, toi, ou Moi j'ai un petit frère. J'ai un petit frère. Mais qui a pas fait grand chose d'entrepreneurial. Au niveau du parcours, il est pianiste. C'est le plus grand pianiste vivant que je connaisse, avec le copain Sofiane Pamar que je salue, mais qui lui a confirmé. Mais mon frère, c'est le plus grand pianiste que personne ne connaît. Tu vois. C'est un musicien. Il est musicien. C'est un musicien, et en fait il est tombé dans le. Alors la petite histoire, il est tombé dans le piano à cause de moi. C'est une fausse phrase, mais je sais pas pourquoi un jour ma mère s'est mis en tête de nous. Alors mes parents sont très, je sais pas comment on dit, musicophiles. Ils sont pas musiciens. D'accord, mais même ils aiment si bien les deux avaient des notions. Les arts, la musique. Non, ils aiment bien la musique. Ils aiment bien la musique classique. Et ils avaient une particularité tous les deux, c'est de chanter dans des chorales de musique classique, hein, pas des chorales de Noël. Ils adorent ça. Bon, du côté de mon père, ça s'expliquait par le fait que ma grand-mère paternelle a été une préparatrice de chanteurs d'opéra. Elle a été dans la musique au conservatoire, etc. Ouais. Mais en dehors du côté de ma mère, c'était plus par de la passion. Et donc un jour, je pense qu'ils se sont dit, on va les exposer à des instruments. Voilà, c'est très intelligent. Enfin, toi, ça a pas pris. En fait, on avait un piano à la maison parce que dans la famille de mon père, je crois qu'il y avait un piano. Donc en fait, c'était plutôt un meuble qui était dans l'appartement parce que on pouvait pas le mettre ailleurs, et il servait vraiment littéralement à poser des trucs dessus quand il était fermé, pas un piano à queue qui prend tu sais, on parle du piano droit qui est contre un mur, tu vois. Bien sûr, mais je savais que c'était un piano et ils en prenaient grand soin, il était toujours et donc un jour parce qu'il y avait une dame dans mon quartier qui était prof de piano, qui était adorable, qui s'appelait Marianne, je crois. Et bref, j'étais dans la même classe que sa fille, bref, il y a une histoire comme ça, et un jour, je sais plus pourquoi, je pense qu'elle a dû proposer à ma mère de passer voir si comme il y avait un piano à la maison, si les deux têtes de Piaf qu'elle avait comme fils, il y en a. Bah, c'était surtout moi parce que j'avais 5 ans. Donc on parle quand même d'un âge très très petit, tu vois. Très jeune. Alors moi, elle arrive avec toute sa bonne volonté, avec tous. Elle était adorable, cette dame que j'ai connue longtemps après, parce que tu vas voir la suite de l'histoire. Mais et alors bon, c'est pas que j'avais un problème avec le piano, c'est que j'en avais rien à foutre de ce qu'elle me racontait. Et par contre, j'aimais beaucoup la musique, j'étais sensible à la musique, mais le piano, non. Enfin, le piano, non, mais dans le sens où... C'est le petit frère qui va s'y coller. Elle a essayé de m'intéresser. Et le petit qui avait quand même 3 ans, tu vois. Même pas. Mais c'est vraiment pas une blague, hein. Même pas 3 piges. Elle a senti qu'il était attiré par l'action de faire du piano, pas par le piano, parce que le piano, il était là. Et donc, avec toute la pédagogie et l'intelligence qu'elle avait, parce qu'elle devait avoir l'habitude, elle a petit à petit exposé mon frère au piano, et elle est devenue sa prof, et jusqu'à un stade, mon frère, il a fait une explosion en termes de compétences dans cet instrument-là, jusqu'à un moment donné, il a fait le conservatoire, tout ça. Voilà, il a fini son conservatoire extrêmement tôt, et même à un point où, si tu veux, ses profs ont dit, on peut plus le suivre nous, il faut qu'il passe à une échelle supérieure, et il a failli même arrêter à cause de ça, parce qu'il a été un peu trop dur et trop vite comme beaucoup. Et donc, il a été très vite dégoûté par certains courants de la musique classique. Et heureusement pour lui, ses profs ont été intelligents et ont dit, bon, je pense que nous, on peut plus rien lui apporter de spécifique. Ouais. Et comme il aime pas suffisamment le courant qu'on lui enseigne, il va pas aller s'auto-driver. Donc, ils l'ont ouvert vers le jazz, qui est en fait, chez les pianistes puristes, la discipline la plus élevée que tu peux pratiquer piano. Et il a eu la chance d'être suivi par des maîtres vraiment de très haute qualité, de pianistes de jazz de très haut niveau, mais c'est un truc tellement niché, enfin t'as même pas idée. Parce qu'en fait, c'est ça que je suis en train de me dire, c'est qu'à un moment donné, à ce niveau-là, tu deviens quoi comme métier? Tu deviens concertiste, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu fais quand t'as plus le choix, en fait, c'est soit tu joues à plusieurs, soit tu joues seul, mais ou tu donnes des cours, etc. Et malheureusement, mon frère, il a jamais trop transformé dans la dimension business. Mais mon frère, c'est un vrai artiste, tu vois. Donc c'est pas du côté de ton cercle familial que tu as été, je dirais, entraîné, motivé sur l'entrepreneuriat, en fait. Ah, pas du tout. Il n'y a pas un seul entrepreneur dans ma famille. Je réfléchis avant de dire des conneries, mais non, pas du tout. Moi, je viens d'une famille très 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 dure, bosseur du côté de ma mère, avec
Ouais, vraiment, vraiment hard au niveau du côté de ma mère dans le sens travail, tu vois, genre méritocratie, travail et pas travail dans les bureaux, tu vois. Oui. Travail casse bien ta colonne vertébrale pendant 50 ans. Difficile. Ouais. Et du côté de mon père, plutôt une famille alors qui a tout aussi travaillé très très dur, mais très intellectuel, littéraire, journaliste sportive. Ok. Ouais, pas mal, musique beaucoup, etc. Donc des gens qui sont très dans la cogite et tout, mais qui travaillent quand même à très haut niveau aussi. Donc pas d'entrepreneur du tout. Ouais, mais t'avais pas un terreau particulier. Non, pas du tout. Non, pas. Les seuls entrepreneurs que je côtoyais, et ça les gens détestent quand je dis ça, mais c'est la vérité. Hein. Les seuls entrepreneurs que je côtoyais quand j'étais petit, c'était les grands de mon quartier qui étaient tout simplement ce qu'on appelle des narcotrafiquants, mais à la petite échelle. C'était des petites frappes. Des petites frappes de chez moi qui avaient organisé tout simplement, comme dans tous les coins de Paris, un réseau, un petit réseau amateur, mais qui marchait très bien. Hein, et c'était des mecs qui savaient très bien ce qu'ils faisaient. Et mine de rien, même si c'est absolument condamnable et pas du tout recommandable, c'était de l'entrepreneuriat à l'état pur. Et quand tu le revois 20 ans après et que tu te refais dans ta tête, parce que quand t'es petit, ça te fascine, tu vois, c'est des grands dangereux. Dans ta tête, tu crois que tu regardes Pablo Escobar. En fait, c'est un mec qui est perdu, ce qui est pas si fait, tu vois. Mais c'est les seuls entrepreneurs auxquels on était exposés. Et petit, je me rappelle aussi qu'il y avait cette espèce de... Moi, j'ai vécu j'ai vécu une période qui m'a fasciné, c'est que mon père était passionné d'informatique. Très bizarrement, étant donné qu'il était journaliste sportif. Donc, parce que quand je dis journaliste, c'est sportif, tu vois, c'est pas journaliste autre. Parce que j'ai pas beaucoup bon, bref, on va pas s'enfoncer là-dedans, mais il y a une grosse distinction. Et puis il était journaliste sportif et traducteur, donc il était très dans la lettre, tu vois. Il t'a donné un virus du sport, parce que on va en parler après. Non, il m'a donné un virus du sport. Ouais. Tu en fais pas mal quand même. Ouais, alors c'est pas parce que mon père était journaliste sportif du tout, mais il m'a donné l'amour du sport co quand j'étais petit. Ouais. Et il m'a surtout... En fait, mon père, il aimait le sport parce qu'à son époque, mon père, c'est un vrai... Tu sais, les gens qui disent 68 ards. Mon père et mon oncle, c'est des vrais 68 ards qui ont fait des vrais gardes à vue. C'est le vrai. Tu vois, c'est des vrais mecs de Carnot, pour ceux qui connaissent le lycée Carnot de l'époque 68. Enfin, les pavés, ils en ont balancé quelques-uns. Oui, voilà, c'est pas les gars qui t'expliquent qu'ils étaient là, alors qu'en fait, ils avaient 7 ans. C'est des types qui ont vécu leur lycée et leurs premières époques de fac à cette époque-là, quoi, tu vois. Et ça veut pas dire que c'est bien ou pas bien, mais eux, ils ont vécu une transformation sociétale monstrueuse. Et en fait, mon père, c'était un mec qui était passionné par la mentale, dans le sens, la valeur d'une personne, d'une personnalité, dans sa capacité à être bienveillante et respectueuse des autres. Et il était amoureux des sports co et notamment du rugby. Mon père, il a joué au rugby toute sa vie. D'accord. Parce que il trouvait ça, en fait. Il trouvait ça dans les équipes de sport. Il doit être bien, dans les équipes de haut niveau. Avec la Coupe du Monde de rugby, il doit être au taquet, là. Ouais. Et y compris dans les sports de haut niveau, dans les niveaux les plus élevés à son époque. Et c'est d'ailleurs ce qui le désolait dans le sport moderne. C'était le changement de personnes et de personnalités et la starification des sportifs. Et lui, il était passionné par ça parce qu'il trouvait que les mecs, à l'époque où il était jeune, pour ceux qui ont connu le rugby dans les années 70-80, les mecs, ils étaient rugbyman le week-end au plus haut niveau international, mais la semaine, ils étaient bouchés. Mec, il était ouvrier, il était je sais pas quoi. Exactement. Et après, forcément, quand ça s'est professionnalisé de manière intelligente, ça a plus été possible pour eux de pas être professionnels à 100%, mais ils gardaient cette espèce d'état d'esprit de privilégié, d'artiste du terrain et tout. Et puis quand c'est devenu ce que c'est devenu, et pour des raisons qu'on peut comprendre, moi, mon père, il a décroché complet. Mais vraiment complet. Et c'est là où d'ailleurs il a complètement réaxé sa vie sur la traduction, il a complètement lâché. Il était geek alors, Et je sais pas pourquoi, il était alors il était passionné d'astronomie, mais ça n'a pas vraiment de rapport. Et je sais pas pourquoi un jour il a dû croiser parce qu'il travaillait à la rédaction de l'Équipe et France Foot, mon père. D'accord. Qui sont des journaux qui sont détenus par les éditions Amaury, donc qui étaient surtout à son époque une seule et même pas une seule et même entité, mais il a même travaillé à 11, c'est pour te dire, c'était l'ancêtre de... J'ai connu ça. Voilà. Et du coup, il y a eu des ordinateurs, forcément, dans les rédactions journalistiques.
Et je pense que c'est là-bas qu'il a découvert le truc. Et je sais pas pourquoi, c'est très bizarre. Je sais pas pourquoi ça a tapé dedans, tu vois. Enfin, et donc on a eu, parce que mon père était un malade d'ordinateur, on a eu, je crois, bien contre l'avis de ma mère, que c'était pas du tout une dépense intelligente. On a eu un ordinateur. Waouh. Je vais peut-être dire avant 2000. Tu vois. Alors ça a l'air, là aujourd'hui, il y en a qui m'écoutent et me disent, ouais, ok. Pour les foyers de mon envergure financière, c'était pas, attention, encore une fois, on n'était pas les misérables, hein, mais avoir un ordinateur, un vrai ordinateur, hein, avant 2000, ouais, non, je pense qu'on a eu un ordinateur en 97. Ouais. Parce qu'en fait, en 97, on a déménagé. Non, en fait, en 97, on a déménagé, c'est pour ça que je me rappelle de ça, et mon père a eu la chance d'avoir été sélectionné au sein de la rédaction de l'équipe pour participer au comité d'organisation de la Coupe du Monde 98. D'accord, wow. Ces comités qui se passent pendant les 4 ans qui précèdent chaque Coupe du Monde. Et mon père et mon oncle ont travaillé au comité d'organisation. Ça a été, je pense, l'apogée de leur carrière, le plus beau moment de leur vie à tous les deux. Et je me rappelle que l'ordinateur était là au moment où mon père bossait sur la Coupe du Monde, donc forcément avant 98. Et donc on a eu un ordinateur immonde. Je sais même plus de quelle marque. Mais c'était des gros bousins à l'époque, mais c'était incroyable, tu vois. Alors évidemment, nous on le touchait 2 fois par jour. Et c'était marrant parce que mon père il l'utilisait pour lui, mais il était aux anges quand il nous voyait l'utiliser. Ah ouais, d'accord. Genre c'est plus un observateur qu'un faiseur, même si c'est pas du tout négatif ce que je dis. C'est pas le père qui ok vas-y je te laisse 2 minutes et tout. Évidemment lui il bossait vraiment dessus littéralement. On travaillait, pas du tout travaillé. On pouvait faire n'importe quoi avec l'ordinateur. Mais au début, avec mon frère, notre kiff, mais pour te dire, tu vois, il y avait un écran de veille où tu pouvais taper un mot et le mot ça pendant 1 heure. Ils ont changé le mot. Non mais tu te rends compte tu vois, du délire de Paint. Il y avait ça et mon père, il était fasciné par nous regarder. Mon père est né pendant la guerre, tu vois. Il se projetait, il se disait fasciné par le progrès, tu vois. Et c'était marrant, c'était touchant. Avec le recul, je me dis, toi, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que toi, ça t'a donné un pli? Est-ce que tu t'es mis à l'informatique? Écoute, tout le podcast sur mon enfance, mais moi, ça me dérange pas du tout. Mais c'est le plus gros regret. Vaut mieux avoir en général, on essaye de pas avoir de regrets. On sait qu'on en a. Mais j'ai eu la chance d'avoir une vie qu'on appelle épaisse. C'est-à-dire, j'ai fait beaucoup de choses variées dans ma vie, dans des recoins que peu de gens ont la chance d'aller côtoyer. En revanche, c'est que quand j'ai eu 11 ou 12 ans, je me rappelle plus trop exactement, mais je sais que j'étais au collège. Grâce à un voisin que j'ai perdu de vue, mais d'accord. L'informatique, tu veux dire? Le code, oui, là, que j'ai découvert la programmation en fait. Ah d'accord, ouais. Dans l'inconscient, sans pouvoir mettre des mots et du visuel dessus, je savais que tout était programmé, etc. Et sauf que je sais plus trop pourquoi à 11-12 ans, donc j'avais un voisin, un mec d'origine sri-lankaise adorable, qui avait une famille qui m'a co-élevé avec la mienne. C'était un malade mental de l'informatique, mais genre un fou. Et lui, il avait compris. Il voyait même que c'était, s'il voulait percer, c'était là-dedans. Je sais pas du tout ce qu'il est devenu. Mais quand on s'est perdu de vue, on était déjà pro tous les deux. Et bref, et ça. Et je sais, ma vie, elle s'est arrêtée au moment où j'ai découvert ça. Ça allait servir. C'est très abstrait le code, tu vois. Et à cette époque-là, j'en ai fait un posting à fréquenter les mauvais gars dans mon quartier. D'accord. Et j'étais très friand et un peu proactif. Et leadership naturel. Ouais, j'étais pas. Alors c'est pas, il y a rien de dramatique là-dedans, mais dans le quartier où j'ai grandi, j'ai de street credibility, comme on appelle ça. Tu vois. Et donc j'avais une espèce d'être plus vite, de cocher les cases plus vite. Et donc je commençais à faire des histoires un peu violentes. Alors dans l'échelle d'un môme de 12 ans. Hein, des petits dérapages quoi. C'est-à-dire que moi je me voyais très bien avancer dans cette voie-là. Ouais, tu provoquais cette situation. Je comprenais vite les choses, j'avais pas peur vraiment de grand chose. J'étais assez sain et j'emmenais beaucoup les autres. Donc si tu veux, c'est des qualités, quand tu les mets ensemble, tu peux passer des petits billets à droite à gauche, même si rien de dramatique. Et donc bref, j'étais en train de glisser à cette époque-là. Bien. Et je découvre le code à un moment donné. Et je crois et je découvre un mec incroyable qui est toujours vivant aujourd'hui et qui devrait avoir une statue, qui a fondé une boîte que tout le monde connaît qui s'appelle Open Classroom, mais qui avant Mathieu Nebra, qui est un entrepreneur incroyable, français.
Classroom qui fait de la formation à titre diplômant, de reconversion, etc. Très axé. Très belle boîte d'ailleurs, ouais. Très belle boîte. Et en fait, Open Classroom n'existait gamin, Mathieu Nebra a décidé de documenter tout son apprentissage dans le code d'autres gamins du net. Et il a créé une chose qui s'appelle le site du zéro. Programmeurs français. Ils sont passés par là. Ont tous connu le site du zéro. C'était à l'époque où c'était forcément gratuit. Et ce gars-là avait un don, et prenait les bases de n'importe quel langage d'une manière mais tellement brillante. Le CSS, le C, et il y a encore des cours d'Open Classroom qui sont le nectar originel de Mathieu Nebra sur le site du zéro. Et je me mets à coder des sites pour des mecs que je sais qu'il y a un truc. Et mais malheureusement, tu vas pas continuer alors ça se passe très mal chez moi. D'accord. Vis-à-vis de ma famille et pas vis-à-vis de moi. Ça se passe très mal chez moi. Moi, je suis pas en grande réussite scolaire, Blody, quand je rentre à la maison non plus. Super bien. J'ai besoin de me défouler, j'ai besoin de m'extérioriser. À l'époque, j'ai pas la chance de pouvoir beaucoup aller d'énergie, en colère un peu. Je suis énervé. Il y a plein de choses qui m'énervent et du coup, je cherche l'expression de mon temps dehors. Dès que tu peux, avec mes copains qui sont dans les mêmes lignes, qui ont un foyer où ça se passe mal. Ils sont mieux dehors que dedans, cette époque-là, et par ce truc-là. Et le code disparaît complètement de ma vie. Ouais, c'est ça. Alors que c'est ça. Tu l'as vu passer, t'as embarqué dans le wagon, puis t'es descendu à la station d'après, quoi. Plein de fois dans ma vie, il a failli revenir. Et jusqu'à aujourd'hui, où c'est encore un sujet aujourd'hui, hier et avant-hier, j'en parlais avec Oussama, c'est pour te dire, tu vois. C'est le plus gros regret de ma vie. Ouais. Je pense. Hein. C'est vraiment, c'est sincère ce que je dis. Alors, pour le coup, aujourd'hui, à 33 ans, toi, tu as t'as pas de compétences de programmation. Tu sais pas coder. Alors, en fait, les vrais grands programmeurs que j'ai pu côtoyer. Ça t'aurait plu d'ailleurs, ça, Basile? Ça t'aurait plu de faire Oui, je pense que même je pense que c'est même la seule compétence pour laquelle j'avais que des atouts. Appétences, d'accord. Ouais. Mais attention, ça veut pas dire que. Mais c'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui sont vraiment méchants là-dedans. Rien à voir. Alors parfois c'était parce qu'ils étaient dans la même boîte que moi. Hein. C'est-à-dire que moi, je travaille avec eux. Et en fait, ces mecs-là vont t'expliquer que oui, programmer, coder, c'est connaître du langage, etc. Mais c'est aussi un état d'esprit en fait. Il y a des gens qui sont programmeurs et qui le savent pas. C'est une question de logique. Et plein de fois dans ma vie, en fait, j'ai créé des outils et des choses qui étaient en fait de la programmation. De la programmation. Mais sans avoir nécessité d'apprendre un langage, etc. Je te donnerai des exemples plus tard, mais moi, je suis un peu vénère sur Excel. Et d'ailleurs, je supporte pas les gens qui sont là parce qu'ils veulent vendre leur SaaS et t'expliquer que Excel, c'est l'antiquité. Excel, c'est la NASA. Avec Excel, tu peux envoyer une fusée sur la Lune, tu vois. Maintenant, beaucoup de choses. C'est sûr que le commun des mortels, pour arriver à ce niveau-là, c'est échec. Donc, c'est bien de leur faire un petit SaaS qui marche bien. Mais moi, sur Excel, j'ai fait des trucs pour les boîtes dans lesquelles j'ai travaillé pour optimiser des process, etc. Avec des macros, des trucs automatiques. Ouais, exactement. Et ça, je l'ai appris tout seul sur le net. Et en fait, les programmeurs te diront tous ça, les vrais programmeurs, ils te diront, même ceux qui sont passés par des masters, des écoles, par tout ce que tu veux, ils diront, un programmeur, c'est quelqu'un qui a une logique et qui est capable d'aller apprendre ce dont il a besoin pour la mettre en place. Une imbrication qui fait que tu réfléchis à des trucs. T'as fait. C'est ça. C'est une mentalité très axée sur la résolution de problèmes et l'accès à des étapes, en fait. Et donc, il y a une forte dimension qui est de être capable d'aller chercher et apprendre ce dont j'ai besoin pour atteindre l'autre étape. Yes. Ce qui, en fait, est l'inverse de l'école, si tu réfléchis bien. À aucun moment, un programmeur va attendre qu'on lui donne quelque chose. Il sait que de tout besoin pour atteindre la fin de son projet, il les a pas déjà. Yes. Tu vois, c'est la prérogative. D'avoir côtoyé comme ça, d'avoir vu passer des phénomènes sur lesquels tu les entends et puis. Non, mais le code, tu sais, des fois dans ta vie, t'as des moments où t'as une espèce de voix qui te dit t'es en train de faire de la merde là. Quand j'ai lâché le code, mais aussi parce que je le lâchais pas pour aller regarder la télé, je le lâchais pour aller dehors. J'avais vraiment une voix qui me disait t'es en train de faire de la merde. J'avais vraiment une voix et d'ailleurs, c'est pas pour faire une psychanalyse ou quoi, mais à cette époque-là, j'étais vraiment un gentil mec, tu vois. J'étais un bon garçon. Alors j'étais déjà un peu, tu vois, taquin, coquin, ce que tu veux, machin. Un peu rugueux. J'ai toujours eu que de l'amour pour les gens, mais j'étais vraiment un gentil bonhomme.
Et je sais pas ce que je serais devenu si j'avais pas, si j'étais resté dedans et que j'avais fait du code toute ma vie. Je dis pas que ça aurait été mieux, hein, parce que je suis très content de là où je suis mais je suis cabossé un petit peu, si tu veux. J'ai dû passer par certains, comme nous tous, hein. On appelle, tu vois, on a des gueules cassées dans le sens tranquille du terme. Mais je pense, ouais, que j'ai lâché une rampe que j'aurais peut-être pas dû lâcher à ce moment. C'est pour ça que c'est un regret, hein. Sinon, bon, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'as pas fait d'études, t'as pas truc. Regret, c'est parce que j'avais conscience au moment où je lâchais la rampe que déjà c'est une rampe que j'aurais jamais dû croiser. Tu vois, il y avait rien. C'était vraiment une chance que j'avais eu d'avoir ce mec-là dans mon immeuble. Une opportunité, une vraie opportunité, quoi. Et en fait, c'était une espèce d'assemblage d'avoir eu un père qui était assez habité par le truc, qui avait foutu un ordinateur devant nous. Mais c'est ça m'a pété le cerveau, hein, d'avoir un. C'est ça, et c'est vrai. D'avoir ce mec dans mon bâtiment. Mais à 11-12 ans, tu vois, tu te dis, mais quel autre gamin de mon entourage aurait eu cette opportunité de se dire, et de trouver Mathieu Nebra, etc., tu vois. Et tout ça, j'en ai rien fait. Et c'est ça le regret, c'est d'en avoir rien fait. Parce que c'est pas pour autant de. T'es toujours en relation avec Mathieu Nebra, là? Oui. Alors Mathieu Nebra, moi je l'ai jamais connu à cette époque-là, parce que c'était un site oui, c'était le site qu'il avait monté à l'époque. Ouais. C'est devenu un jour. Ah oui, non mais voilà. Un jour, j'ai fait un post LinkedIn où j'ai parlé un peu de cet épisode de ma vie. Et il a réagi. Ouais, ça a beaucoup touché Mathieu, et il est venu me contacter. Bon bref, moi à l'époque, après j'ai dû partir à Dubaï et tout, mais il m'a même proposé de passer chez Open Classroom, partager mon expérience, etc. D'accord. Et c'est un mec, mais c'est un entrepreneur comme il en faudrait beaucoup plus. Incroyable. Dans le sens, c'est pas pour donner des leçons et faire des comparaisons, mais c'est un gars qui est habité par ce qu'il fait. Par la transmission en plus. Il est dans la volonté de transmettre, il est sincère dans sa mission. Éduquer, former, c'est clair. Open Classroom. Et il a bossé. Enfin voilà, tu vois, moi j'attribue. Enfin voilà, donc j'adore ce mec-là. Il faudrait que je l'interviewe, tiens, sur Je ne perds jamais. C'est un mec qui doit être très intéressant. Alors, je suis pas sûr qu'il passe dans beaucoup de choses. Je l'ai vu passer dans le contenu d'un YouTuber que j'aime beaucoup, qui s'appelle, enfin, son nom de YouTube, c'est Micode. Michael de Maria, Micode, donc qui est un vulgarisateur de très haut niveau, parce qu'on dit vulgarisateur sur justement le code, le programme, le développement. Ça touche un peu sa vie quand même, quoi. Ouais, ça touche très très bien sa vie. Et Mathieu est passé chez lui et il a développé beaucoup de pertinence sur place. Donc ouais, carrément, c'est un mec de toute façon qui gagne à être connu, mais en tant qu'entrepreneur, oui, mais surtout en tant que enfin, c'est un mec qui a quand même, c'est un pionnier de l'apprentissage français du développement, quoi. C'est un gars qui a laissé des briques qui sont encore là, hein. C'est ça qui est fou. Je pense que tu peux aller dans, prenons la plus grosse licorne française, je sais pas moi, tu vas dans un Blablacar ou un Doctolib ou un Aircall, tu prends le boss du dev. Il y a des mecs qui sont passés par là. Tu connais le site du zéro? Il va dire non seulement je connais, mais j'ai appris mes premiers trucs de code dessus. C'est incroyable, hein. Tu vois le level du mec, tu vois? Il y a fort à parier, ouais. Donc c'est passionnant. Donc voilà, bref, ouais. Basile, ce qui m'intéresse de creuser avec toi, c'est donc on a vu voilà ton enfance, le bac, les petits boulots tout de suite, etc. Moi, je voudrais qu'on progresse sur à un moment donné, tu vois les étapes, les étapes de à quel moment tu vas entre guillemets peut-être arrêter les petits boulots pour basculer sur du business plus traditionnel. Je crois d'ailleurs que il y a un passage aussi par un mouvement dans ta vie qui est un passage par l'armée aussi. Donc je voudrais comprendre à quel moment ça se déclenche, ça, tu vois, t'es en train de faire des jobs et bidule et tout, et puis à un moment donné tu fais quoi? Tu fais une petite overdose, tu te dis il faut que je change, faut que je fasse autre chose. Non, c'est très décousu, j'ai eu plein de phases. J'ai fait du freelancing 1000 fois entre mes 20 ans et mes 25 ans. Ah yes, dans la vidéo, dans la sécurité, dans l'écriture, dans machin. Et en dehors de ça, je n'ai jamais passé un jour sans bosser. C'est-à-dire que j'avais toujours au moins un taf à plein temps à côté. Restauration, hôtellerie, marché. C'est pas le courage qui te manque, et c'est pas la volonté de travailler qui te manque, quoi. Non, après pour moi, encore une fois, hein, j'ai pas eu à faire preuve de courage. J'ai bossé avec des gens qui ont tout de suite mis un très haut niveau d'exigence. D'accord. Et qui m'ont expliqué, voilà, c'est comme ça qu'on va te former. Si t'es un fragile, dégage. Ouais. Et ils m'ont transmis ce truc-là de
ouais, de toujours faire le taf exactement au plus haut niveau que tu peux délivrer, mais pas parce que tu t'es épuisé, que tu as fait preuve de courage. C'est parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on t'a appris à bosser. J'ai eu la chance de faire des petits pas en cuisine aussi, où il y a une énorme exigence. Enfin, j'ai fait 1000 trucs. Mais comme tu dis, ouais, c'est très décousu, puis c'est que pour la paye, hein, je veux dire, zéro passion, etc. Et il y a un truc qui a été un espèce d'accélérateur entre guillemets, c'est que j'ai beaucoup côtoyé le monde de la nuit, de la restauration, mais le monde de la nuit de merde, tu vois, la nuit pas de luxe et uniquement pour bosser. C'est-à-dire moi, j'ai jamais mis les pieds dans ma vie dans une boîte pour aller faire la fête ou alors pour accompagner des potes qui faisaient la fête parce que c'était l'anniversaire à machin et qu'il fallait, tu vois. Mais sinon, j'ai toujours passé ma vie dans les boîtes de nuit pour bosser. D'accord. Pour aller faire de l'argent en plus de la journée. Ouais. Donc, tu faisais quoi? Tu faisais genre le vestiaire? Tu faisais Non, j'étais serveur. Je vendais très très bien, donc. Ouais, ok. Donc toi, t'es là, tu fais de la vente. Tu pousses les bouteilles, hop là. J'ai toujours été très 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 physionomiste, donc j'ai toujours su me rappeler des bons clients, des mauvais, etc. machin. D'accord. Je vendais des bouteilles, j'envoyais, j'ai toujours envoyé très fort au bar. Alors par contre, à force d'être dans la nuit avec des potes, on a fini même par organiser des soirées. On n'est pas resté longtemps là-dedans, mais on a fait des petites dingueries dans la petite histoire du petit microcosme de la nuit parisienne du 15e. Mais on a fait nos petits trucs. Bref, donc avec quand même toujours un petit truc entrepreneurial à un moment donné, tu vois. On s'est dit tiens, si on organisait nos bails. Et un jour, bon bref, tout ça me permet d'atterrir un jour dans le monde du cabaret très haut de gamme. D'accord. En tant que serveur, toujours pareil, hein, machin, mais quand même autre chose à voir que les bonnes grosses boîtes de nuit dégueulasses des dalles de Montparnasse ou de je sais pas où. Et là, bon, j'adore parce que je tombe dans une boîte qui s'appelle une entreprise, hein, c'est pas du tout une boîte. Une entreprise. Le Crazy Horse, hein, qui est une maison historique. Institution parisienne, voilà. Ouais, c'est clair. Hein. Et là, il y a un amour du service et du travail bien fait, du détail. Il y a un spectacle, mais d'une qualité lunaire. Il y a une histoire. J'ai déjà vu 2-3 moi, je suis allé au Crazy Horse et j'ai déjà vu 2-3 reportages télé sur le Crazy Horse. Oui, c'est une entreprise qui tourne à la baguette. Hein. C'est carré. C'est pas du tout la blagounette là. Non. Et à cet endroit-là, je fais mon trou, tu vois. Alors il y a au moment où j'arrive, il y a une énorme fournée de très très anciens. On parle de gens qui ont 35-40 ans de maison, donc on parle vraiment d'anciens. Qui s'en va à ce moment-là, donc moi je vis vraiment un changement de remplacement d'équipe, quoi. De direction, pas de direction totale, mais de direction opérationnelle, exploitation, etc. Et moi à cette époque-là, je vois le potentiel de la clientèle de cet endroit, qui est la clientèle la plus facile que j'ai jamais eu à gérer, et je veux vendre plus. Et pour la faire très courte, c'est un peu problématique. On me fait un peu comprendre que tranquille, genre. Et moi, ça me pose un problème, donc je gesticule, et puis je suis pas vraiment un gars qui va s'arrêter parce que tu vas me dire bah non. Et en fait, je vois que mes petits camarades avec qui je suis, ils aimeraient bien que ça se passe comme j'aimerais que ça se passe, c'est-à-dire qu'on puisse vendre plus. Mais voilà, il y a un enjeu de pas brusquer une clientèle qui est pas habituée. Bref, donc tout ça, ça me gave, et donc je me mets à gesticuler, à essayer de vendre plus contre ce qu'on me demande de faire. Et à un moment donné, bon, pour la faire courte, mais tu te prends une petite mise à pied là, non? On te dit non, pas du tout. On me demande gentiment de lâcher un peu l'affaire, etc. Et donc moi, je suis un gars qui se barre au bout d'un moment quand ça le saoule, parce que j'estime qu'on n'a pas le temps. Tu peux pas faire ce que un métier passion. Ça a beau être une maison qui respecte énormément ses employés, je gagne pas 50 000 € par jour, tu vois. Donc je vois pas de raison de me dire je vais me faire mal et je vais retourner. Tu vois, moi, des opportunités dans la resto, l'hôtellerie, des trucs où je peux prendre des grosses payes. Comment on est payé d'ailleurs dans un truc comme ça au Crazy? On est payé t'as un salaire plus les tips que te donnent les gens, ou c'est ça? Oui, c'est du métier de service classique. Hein. Ouais. Oui, c'est un fixe plus ton. Je sais pas, peut-être qu'il y a un variable maintenant sur les ventes grâce à notre génération qui a. Oui, non, mais c'est très classique. Hein. C'est comme si c'était un restaurant, mais sauf que tu sers pas à manger, tu sers du champagne. Alors c'est quand même légendaire, non, de bosser au Crazy, quoi. C'est légendaire, c'est clair. Ça pour le coup, c'est un truc de fou, quoi. Ça pour le coup, c'est légendaire. Et donc et ce qui se passe, parce que pour en revenir à ce que tu me disais, c'est que pourquoi c'est un accélérateur, c'est qu'en fait je me barre. Et au moment où je me barre, donc dans ma vie, j'ai eu la chance, je m'estime extrêmement chanceux sur les gens que j'ai croisés dans ma vie. Ouais, les rencontres que tu fais. Ouais. Et un mec qui avait été récemment mis en place par la direction dans cette entreprise pour en prendre la tête, qui s'appelle Christophe Duval, qui est
un vrai CEO, un DG de chez DG, tu vois, avec beaucoup de bouteilles. Ouais. Il me dit, bah non, en fait, tu vas pas partir. Et on va te nommer à la direction de la salle, à la co-direction de la salle. Alors que je suis le serveur, hein, littéralement. Tu vois. Et des mecs qui sont sur la liste d'attente avant moi, entre guillemets, en fait, c'est 100% des mecs. Et là, je comprends pas trop, en fait, où ils vont en venir, parce que je suis très jeune à ce moment-là. C'était le dernier dans la liste, toi. Et là, il me dit, non, sauf si t'as pas les couilles, hein, mais D'accord. tu vas pas partir, tu vas te calmer, tu vas te détendre, tu vas enlever ton tablier et tu vas prendre la direction de la salle. D'accord. Wow. Et tu vas nous montrer si l'énergie que t'as, c'est que de la gueule ou si machin. Et donc ça déjà, c'est un gros game changer. Ah, c'est cool ça pour toi parce que ça te donne évidemment, ouais, ça me donne l'occasion de t'exprimer, évidemment. Quoi. Tu te dis bon, je vais pouvoir agir, montrer qu'on peut faire du business, quoi. Bah déjà, c'est extrêmement gratifiant dans le sens où tu sais, on dit il y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. Bah c'est pareil un peu dans le business, dans les autres relations, c'est qu'il y a pas de reconnaissance, il y a que des preuves de reconnaissance. Et il y a pas de quand quelqu'un dit je crois en toi ou je pense que tu iras loin, ça c'est parler. Et puis donner les opportunités, c'est montrer qu'on y croit vraiment, tu vois. Parce qu'il prend un risque énorme le mec en faisant ça. Donc bref, évidemment moi je transforme l'essai parce que j'ai toujours eu un sens de l'honneur et du respect de ne serait-ce que pour lui donner raison. Et donc voilà, j'ai la chance de vivre une petite période très cool où je gagne très bien ma vie, où mon job c'est évidemment de gérer la salle, mais aussi d'accueillir les grosses rostas qui viennent, d'optimiser. Alors je passe des trucs. D'ailleurs c'est marrant parce que tu vois ça revient à ce que je te disais. Tu travailles tard là, ça termine tard la nuit et après tu fais dans le service on avait l'habitude. Tu dors le reste de la journée et tu reviens pour non, moi j'ai toujours été un lève-tôt. Tu rentres tard, mais quand t'es à la direction, t'as aussi un pan stratégique. T'es pas que dans l'opérationnel et l'exploitation qui là se passe le soir. Pour le coup, alors attention, les Crazy, Lido, Moulin, tout ça, c'est pas des établissements de nuit comme on peut penser. C'est des établissements de soirée. Il y a le cabaret, le spectacle. Il y a peut-être je crois qu'il y a deux séances. Il y a 2 shows. Mais en gros, voilà, à 1h du matin, tout est fini. Le personnel rentre chez soi. Alors évidemment, quand t'es directeur et que tu comptes les sous et que tu vérifies que tout s'est bien passé, tu finis un peu plus tard. Mais c'est pas la boîte de nuit qui finit à 6 du mat où tu dors le jour et tu vis la nuit, tu vois. Yes. Et surtout que en journée, il faut aussi que tu puisses être là parce qu'il y a de la réunion stratégique avec les gens qui font le reste, quoi, tu vois. C'est tout un métier. Et c'est marrant parce que on parlait tout à l'heure du code et de la prog, etc. machin. Alors je faisais pas de code ou de prog, mais je me suis mis à optimiser certains trucs, notamment des process, des tableaux, des manières de faire. Et donc je passais du temps aussi la journée à travailler sur les trucs. Et je vis une vie agréable. Ma compagne travaille aussi sur place, donc on vit une vie très heureuse. Tu rencontres ta femme ici ou pas du tout? Non, c'est une danseuse. Ouais, je rencontre ma femme là-bas. Ah, on dira pas ça, mais je rencontre ma femme là-bas, effectivement. D'accord. Wow. Ce qui est quand même très pratique parce que, comme tu dis, c'est une organisation, quoi. Bah oui. Et donc bref, il y a le côté aussi où on est quand même dans un des établissements les plus haut de gamme du Triangle d'Or. Où t'as vraiment des énormes noms qui viennent. Il y a une clientèle haut de gamme, tout ça. Ouais, ça fascine les gens, tu vois, mais voilà, tu te mets à accueillir des stars hollywoodiennes. Un peu de la starification aussi. C'est très cool. Moi, ça m'a jamais fait vibrer. Enfin, j'admire pas les gens, j'admire leur travail, donc je suis toujours ravi quand je vois quelqu'un dont j'admire le travail. Ça te laisse limite froid, quoi. Enfin, c'est bien, mais. Oui, non, mais de toute façon, dans la nuit, j'avais déjà un peu travaillé ça, mais c'est ce que d'ailleurs, c'est ce que recherchent ces gens-là et les gens qui s'occupent d'eux. C'est à aller dans des endroits où le public reste public, hein, que le public soit fasciné, c'est très bien, mais les gens qui accueillent et qui organisent soient quand même les pieds sur terre et tranquilles, quoi. Et donc tu passes ta vie et tu me fais un autographe. Voilà, bien sûr. Non, puis c'est important aussi quand ils viennent de leur transmettre tout ce que le lieu a comme histoire. Faut être pro. Donc faut être pro. C'était très cool. J'ai rencontré vraiment des gens très intéressants. J'ai pu exprimer des compétences. À peine 25 ans, qui était challenge, challenge. Si tu veux, c'était pas prévu sur le programme, et là, tu passes de serveur, tu vois, un peu hustler, à accumuler 3 tafs, etc., machin, à boum, tu travailles à la direction de la salle d'un des cabarets les plus connus du 8e arrondissement de Paris, si tu veux. Ouais, donc, et là, le problème, c'est que, c'est pas un problème, mais le truc, c'est, moi, je suis rarement rassasié, mais c'est que, en fait, je comprends que là, tu fais le tour. J'ai atteint un énorme palier, quoi. Tu fais le tour. Pour monter, par faire le tour. Voilà, je fais le tour, j'optimise ce que je peux optimiser.
on peut pas non plus, c'est pas une start-up, hein, on est dans une boîte qui a 65 piges. Tu vois, enfin. La scalabilité, l'échelle, voilà, elle à un moment donné, t'es au taquet, quoi. De toute façon, voilà, les établissements de spectacle et de bouche, etc., c'est l'inverse d'un business scalable. C'est quelque chose qui doit être maintenu dans un état de stabilité et qui développe de la croissance dans de l'optimisation continue. Mais le but, c'est d'être le plus stable possible, tu vois. C'est ça qui fait la solidité donc faut se renouveler, etc. Mais, donc je comprends que j'ai fait le tour et, je sais pas, il y a un truc qui me démange, j'ai besoin de. Et puis j'ai quelques soucis perso dans ma vie qui font que je me questionne énormément, des trucs un peu radicaux, un peu méchants, et qui font que ouais, tu réfléchis et tu te dis putain, je sais que je suis pas fier de moi à ce moment-là en fait. Et je suis très content du taf que je fais, mais j'en peux plus de voir ma mère, ma grand-mère ou mes potes d'enfance me dire waouh putain, directeur crazy. Et moi me dire ouais, enfin. Ouais, bon, ok, bof. Non mais tu vois, genre il y a rien d'incroyable. C'est pas comme si j'avais tenté, tu vois, d'entrer au board de Google. Enfin, tu vois, ça a l'air incroyable sur le papier et c'est ça qui me dérange. Disons que c'est les autres autour, ils sont, je dirais, comment dire, ils ont les paillettes dans les yeux parce que c'est la fame, hein, en anglais. Exactement. Le côté, voilà, c'est le crazy, c'est le cabaret, c'est nanana. Donc eux, ils sont à l'extérieur du cercle. Toi, tu vois ça de l'intérieur. Donc c'est beaucoup plus normal pour toi. Finalement, faut bosser, etc. Voilà. C'est exactement le mot. C'est tout à fait normal pour moi. Et nous, on est là, waouh, le crazy, oh, les danseuses, oh, bidule et tout, tu vois. Voilà, c'est ça, quoi. Et moi, je me dis, je vais me faire endormir, en fait. Et en fait, le truc, c'est que j'ai en interne et dans d'autres boîtes, j'ai les gars qui ont eu des opportunités à peu près équivalentes à la mienne, pas forcément au même âge, et qui se sont, alors, grand bien leur a fait, se sont, entre guillemets, endormis ou accrochés à la place, et je vois la vie qu'ils ont eue, et je me dis, non, non, pas du tout. Mais moi, dans ma tête, je reviens pour faire la même chose. Hein. D'accord. Tu vois, et en fait, Covid, coucou. Donc tout ce qui va être évidemment marché, restaurant, hôtel, enfin hôtel j'en ai jamais fait, mais j'ai travaillé, établissement de nuit, t'oublies. T'es retourné voir les gens du Crazy ou pas? Non. Bah, à l'époque, non, pas spécialement du Crazy, mais à l'époque, si tu veux, je savais que j'allais avoir aucun mal. Je pensais plutôt, tu vois, à prendre de la direction tu vois, de gens qui ouvrent un resto, ou parce que je suis. On va dire, j'ai comment on appelle ça, un skill set, un catalogue de compétences qui est très utile pour faire ça, et j'ai une fiabilité qui a été vérifiée dans le métier. Donc, ils sont toujours assez friands, les mecs qui mettent leur rond sur la table, de mettre tu vois, un peu le CEO de la startup de 0 à 1. Bah, dans les restaurants, il y a besoin au début d'un mec qui va vraiment, tu vois, taper dedans, s'assurer que. C'est vraiment très très critique la première année. J'ai de la famille dans la restauration, c'est très très particulier, effectivement, très difficile. Monter une bonne équipe de restauration, c'est pas. Exactement. La monter, la faire tenir, dégager vite ce qui va pas. Le nombre de fois où dans ma famille, ils me disaient que voilà, t'arrivais le matin, enfin le midi pour préparer le truc et tout, puis en fait les serveurs, ah bah non, je viens plus. Ah bon, comment ça? Il y a le service qui démarre dans 15 minutes là. Le mec il vient pas, quoi. Il faut des gens qui tapent dedans. Et donc, bah, évidemment, tout ça s'écroule instantanément. Moi, d'ailleurs, je suis complètement désolé et choqué en même temps de voir tous les gens que je connais dans ces métiers, parce qu'ils paniquent tous à ce moment-là. Ils sont tous en mode, putain. Et bref, et là, je me retrouve. 2020, quoi. C'est mars 2020, là. Je me retrouve comme un con. En plus, je suis tout seul parce que. À ce moment-là, je prends la décision, enfin, on prend la décision, mais comme ma femme est du Sud et a des parents qui vivent dans le Sud et qui sont maintenant, qui ont un certain âge, alors ils sont pas grabataires du tout, quoi que ce soit, mais qui n'ont pas les santé les plus solides de la planète, je vois le truc venir, tu vois, je sais pas, je vais pas te faire le visionnaire, mais je sens que ça va, je sais pas pourquoi, c'est clair dans ma tête que ça va être la merde, ce truc. Ouais. Je vois pas le truc de oh là là, pendant 2 semaines ils vont nous mettre des kicks. Tu le sens, sixième sens. Et donc, on a une espèce d'intuition, avec ma femme, je dis, tu sais quoi, je vois le truc venir de, imagine, il y en a un des deux qui a un problème, un des deux de ses parents qui a un problème, et elle peut pas aller parce qu'elle est très 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 proche de ses parents. Yes. Et donc je me dis, tu sais quoi, comme elle, de toute façon, bah, comme elle travaillait aussi dans la même entreprise qu'on a évoqué avant, elle est arrêtée. Point barre, chômage technique. Je me dis, attends, tu sais quoi, tu vas descendre. Tu vas descendre dans le Sud et on verra. S'il faut, dans 2 jours, tu reviens.
mais au moins on est tranquille. Et sauf que ça a duré des mois et des mois. Il y a confinement, quoi. Et voilà, il y a confinement. Ouais, parce que là on parle, il y a pas encore, on sait même pas encore qu'on va être confiné. Et puis après, t'as coup le lendemain, on confine ce soir. Ah bon, merde. Ouais. Et donc bref, là, ça pour le coup, en fait, il est rien arrivé à ses parents, tout s'est très très bien passé. Mais elle a été contente de pouvoir passer son temps là-bas et de pas dépérir. Ça vous a séparés, vous tous les deux, quoi. Vous deux, ça vous a séparés. Toi, t'es resté à Paris? Ouais. Moi, je suis resté à Paris. Alors, on a un couple qui a été à l'épreuve des balles et qui a vécu ces petits drames et qui connaît la distance. Donc, il y a pas de sujet là-dessus. Mais je préfère largement, et elle-même, je préférais largement la savoir auprès de ses parents dans cette période de merde, et pas à dépérir à Paname là où on était. Et moi, je me retrouve en banlieue, parce que là, on est en banlieue, à Paname. Enfin, il y a pas à savoir quoi foutre, et je cherche désespérément un boulot, quoi, tu vois. Et je trouve rien. Alors au début, je trouve du gardiennage, donc je vais littéralement gardienner des immeubles qui sont vides et qui d'habitude n'ont pas de gardien, parce que d'habitude ils sont remplis de gens qui travaillent et de commerce et tout. Au final, même ces trucs-là arrêtent de bosser. Ensuite, je livre des repas. Parce que je sais pas si c'est les EHPAD, mais en tout cas les maisons un peu comme les EHPAD essayent de diminuer leur jauge de fréquentation. Donc tous les gens qui n'ont pas vraiment besoin d'être dans l'EHPAD, on leur dit restez chez vous. Ils les laissent chez eux, et par contre ils leur livrent des repas tous les jours et tout. Donc je fais ça. C'est la seule boîte qui a voulu me signer à ce moment-là. Et là je fais mais attends, mais c'est quoi ce bordel? Et je me renseigne et je comprends qu'en fait c'est soit je trouve un métier qui a rien à voir avec ce que je faisais avant. Soit potentiellement, en fait, à chaque nouveau mois où on nous disait on repousse le confinement, tu te dis mais imagine, ça dure 2 piges. Ouais, c'est ça. Et là, je commence à voir mes premiers potes restaurateurs parler de poser le bilan, tu vois, de faire des projections de trésorerie. Et là, tu dis, mais en plus, au niveau de l'oseille, Basile, comment tu fais? J'ai la chance d'avoir pas, j'ai pas trop dépensé. Puis j'ai pas beaucoup dosé de côté, mais là, pour le coup, je me mets en mode frugal. Alors, c'est une capacité aussi que j'ai, c'est que tu disais, t'es frugal. Je suis pas frugal avec mon argent quand j'en gagne. Par contre, s'il faut vivre avec 50 balles par mois, je sais faire. Et ça, c'est un gros atout, hein. C'est un énorme atout, pour le coup. Et je le fais, alors, si je peux éviter, j'évite. Mais je le fais pas dans la douleur. D'accord, ouais. Et ça, c'est important. Ça, c'est un skill, hein, c'est un avantage. Petit message aux gens là qui vont attaquer les études supérieures et tout machin, qui ont des ambitions de faire des trucs. Vérifiez votre capacité à. Nous, on dit se mettre. Alors, c'est débile, mais ça vient d'une expression qu'on avait avec des potes du lycée, c'est se mettre en mode kosovar. Tu vois, c'est vraiment survie, vivre avec le moins possible de budget, tout en sans bégayer, tu vois. Ok, et ça se voit pas le matin quand t'arrives au boulot. Ça pique, mais voilà, on fait comme si crois-moi que quand il arrive, alors le but c'est pas de vivre comme ça toute ta vie, hein, mais quand il arrive, t'as beaucoup moins peur de prendre des risques, parce que tu te dis au pire des cas, s'il faut dormir dans la bagnole, eh ben on va dormir dans la bagnole, mon ami. Y a pas de problème. Ça c'est les grosses capacités de résilience, quoi. La résilience. Mais la résilience, le problème c'est que les gens ont du mal à comprendre, c'est que ça va se chercher dans les profondeurs. Ouais, ils pensent que c'est un mot un peu à la mode, un peu. Ouais, non, mais je suis résilient. Non, mais attends. La résilience, les gens ils pensent qu'ils travaillent leur résilience en résistant à de la difficulté. Oui, mais ils vont aussi travailler leur résilience en ayant une énorme connaissance des profondeurs qui sont sous eux et en n'ayant pas peur, tu vois, parce qu'ils se savent efficaces aussi dans les profondeurs, tu vois. C'est une phrase de je sais plus qui. J'en parlais justement hier ou avant-hier, je sais pas qui. Il y a une phrase de quelqu'un qui dit « Les gens qui ont le moins peur de tomber, c'est ceux qui connaissent le goût du sol. » À un moment donné, c'est ça. Très belle, si tu connais pas le goût du sol, très belle image, très belle métaphore, effectivement. Hein, à un moment donné. Voilà. De toute façon, il y a un sol. Tu peux pas tomber indéfiniment. Il y a un sol. À un moment donné, voilà. Si tu l'as jamais touché dans ta vie, grand bien t'en fasse. Mais je suis pas certain que ça t'ait aidé de jamais l'avoir touché, tu vois. Donc bref, pour revenir à ça, moi, je suis un peu dans cette situation de merde. Et j'ai la chance de trouver une dame. Parce que évidemment, je suis pas en mode passif. Alors, je suis tellement con que je me mets même pas sur Pôle Emploi. Enfin, tu sais, moi, je connais pas ça. C'est pas trop ta nature. Non, mais je connais même pas en fait ça. En fait, c'est plus que c'est pas toxique, mais c'est une charge mentale que je veux même pas. Genre, je sais que je peux aller gratter 3 trucs, mais tu vois, je veux même pas aller pointer et expliquer à un mec oui j'ai bien déposé mes CV. Par contre, j'envoie 50 000 CV à 50 000 boîtes pour tout et n'importe quoi. Je suis en mode là il va falloir y aller. Et il y a une dame qui en plus
ça fit énormément entre nous parce qu'elle est aussi très très patriote et respectueuse bref de tout ça et qui a une boîte, une start-up dans la business intelligence, donc dans la stratégie au profit de la pharmaceutique. C'est un peu compliqué, mais D'accord. qui est une ancienne des gros noms de la pharmaceutique qui monte un business là-dedans. Enfin, qui a déjà un business, mais qui est encore au début. Et qui cherche un peu un mec à tout faire, un peu office manager, assistant. Puis s'il faut monter un meuble, c'est bien. Tu vois, enfin, c'est littéralement ça, tu vois. Et on tombe l'un sur l'autre. Et évidemment, c'est un match direct. Dans la boîte, il y a que des consultants hyper capés, tu vois, genre business analyst qui bouffe. Toi, t'es un ovni, toi, à côté. Moi, j'arrive en mode c'est quoi ce bordel et donc bref, pour essayer d'accélérer un peu, en gros, ça me sauve la vie parce que, enfin, ça me sauve la vie. Ça me sauve de cette de ce contretemps où j'étais et je découvre au tout début, mais ça c'était lunaire pour moi. Je découvre le télétravail. C'est-à-dire que je sais que ça a l'air débile, mais merde, on peut travailler à distance, quoi. Non, mais déjà, c'est-à-dire, on peut travailler sur un ordinateur. Pour moi, déjà, t'es dans un truc compliqué, tu vois. Et là, tu me dis que je peux rester chez moi et travailler et être payé. Ouais, c'est. Tu vois. Alors, je suis pas spécialement demandeur à ce moment-là du télétravail du tout. Hein. Mais je trouve ça incroyable. Et donc voilà, donc ça se passe super bien. Au final, on avance. Puis le confinement s'allège au niveau professionnel, donc on finit par pouvoir aller bosser au bureau et tout. L'équipe est en croissance. Et pour accélérer, pour enfin à la suite, dans cette boîte, il y a eu une problématique un jour qui a été de dire bon bah là tout le business est ramené par la CEO. Qui a une personnalité, une histoire, son une réseau, stricte crédibilité, voilà, qui fait que c'est totalement logique qu'au départ ce soit elle qui génère tout le business, sauf qu'on vient à un moment donné à l'échelle où ça serait bien qu'il y ait une force commerciale avec elle, quoi. Et donc elle se met en tête de tester le potentiel de tous ses consultants, parce qu'ils sont très différents et tout. Et pour ça, elle fait appel à une entreprise qui est dirigée par un mec qui est spécialisé dans la détection du potentiel commercial de très haut niveau chez les gens. Donc un monsieur qui s'appelle Eric Kella qui a fondé une entreprise qui s'appelle Sublica et qui fait donc de l'assessment des gens pour essayer de comprendre si lui il s'en fout littéralement de ton diplôme, de ton expérience, de machin. Lui ce qu'il veut voir c'est si t'as le capital. Qu'est-ce que t'as dans les tripes, quoi. C'est quoi ton potentiel. D'accord. Alors attention, il s'appuie sur des choses extrêmement carrées. C'est pas du pif. Hein. Lui, il a une carrière démentielle à l'intérieur dans sales, dans l'entrepreneuriat, etc. Et donc, il teste les commerciaux, il teste les consultants, etc. Il y en a pas vraiment qui se détache, qui sort du truc et tout. Et elle se dit pourquoi pas tester le B. lui là. Tu vois. Ouais, non mais le B. évidemment, le B, c'est pas que ça lui était pas venu en tête, c'est que tu vois, tu te dis des fonctions commerciales, c'est un peu plus structuré, ça demande de la méthode, etc. Tu te dis, on va peut-être tester les mecs qui ont des gros diplômes chez nous d'abord, tu vois. Le mec qui monte les meubles Ikea, il est gentil, mais attention, hein, je dis ça, c'est pas du tout quelqu'un qui m'a jamais sous-estimé ou quoi que ce soit, ou qui m'a. C'est pas du tout ça, c'est juste que c'est une autre approche. Et donc, elle m'envoie dans les pattes de ce gars-là, et là, il y a un énorme matching. C'est-à-dire que là, le type, il lui explique, bon, lui, il faut y aller, quoi. Il a tout pour, tu vois. Et moi, je suis un peu aussi le premier au courant, tu vois, de ah bon, ah bah je sais, tu vois. Alors, ah bon, mais vous êtes sûr tu me dises que je suis à l'aise à vendre des trucs, je suis au courant, tu vois, merci. Mais là, c'est pas vendre, c'est les fonctions commerciales, puis on est dans le digital, tu vois, et tout. Et là, je suis là et je tombe un peu dénu. Je suis en mode putain, en fait, ça aurait été quelque chose que j'aurais pu faire depuis des années déjà, tu vois. Et donc, ce gars-là me donne énormément de confiance, entre guillemets, et me dit vas-y, parce que là, c'est pas que t'as pris du retard ou quoi, hein. Mais t'as un potentiel monstrueux, donc tape dedans, etc. Donc c'est ce qu'on commence à faire. Et là, se passe quelque chose d'assez cruel, c'est que, enfin cruel, pas cruel, mais je fais pas que m'intéresser uniquement en fonction commerciale. J'ai un petit problème, c'est que j'ai tendance à pas savoir être autre chose qu'extrême quand je découvre quelque chose. Ouais, donc tu commences à poncer le sujet comme un fou. Je ponce le sujet et je me retrouve très très vite confronté au manque total d'informations qualitatives disponibles. Je vois les quelques gourous français qui sont d'un niveau mais assez bas. Wow, tu dis enfin et attention hein, total respect pour les gens qui fournissent du travail hein, mais tu te dis si ça c'est le niveau maximal que je peux atteindre, c'est un problème. Et là, alors encore une fois, hein, ça peut paraître débile, mais moi j'ai pas du tout conscience de ce qu'est. Alors je sais qu'il y a des boîtes qu'on appelle des startups. J'ai entendu le mot tech, tu vois, mais j'ai pas la moindre notion
Ouais, c'est pas ton. De ce qu'est de tout ça, l'univers tech, French tech, startup, sales, cycle. Je sais pas de quoi tu parles. T'étais pas là-dedans jusqu'à présent, quoi. Ouais, c'était pas ma vie, tu vois. Moi, ma vie, c'est est-ce que je mets 18 cagettes de radis ou 17 sur le roll pour pas qu'il tombe, ou est-ce que je licencie le serveur qui a volé 50 ou celui qui a volé 60 € dans la caisse. Tu vois, c'est ça ma vie, tu vois, ou d'autres trucs, tu vois. Mais et là, je suis en mode et je découvre ça, je tombe dans un énorme trou où je découvre la Silicon Valley. Alors je sais, encore une fois, je dis pas que je sais que ça existe, mais comme c'est un saut à l'élastique. C'est un saut tout ce dont on sait, tout ce dont on a conscience d'existence, on n'y connaît rien pour autant, hein, tu vois. Et là, je commence à me renseigner et je découvre la littérature sales anglophone américaine, et là je fais putain, c'est là t'as de quoi faire, hein. Tu peux creuser, hein, pour le truc. avant de trouver le fond, tu peux y aller, hein. Ah ouais, là tu peux y aller. Et je me passionne pour le truc, je découvre notamment certains contenus français, je commence à flirter avec l'entrepreneuriat qui était une notion dont j'avais connaissance mais qui m'inspirait pas spécialement. Je découvre notamment les contenus de The Family et d'Oussama Ammar. Ah, c'est là où tu croises Oussama, enfin tu fais connaissance de manière vidéo avec son contenu, vidéo YouTube, là c'est là où tu tombes sur lui. Totalement. D'accord. Je tombe sur lui parmi tant d'autres à l'époque. Ouais, d'accord. Et là, en fait, moi, dans ma tête, il y a un court-jus en mode putain, mais c'est incroyable, et je vais y aller à fond. Et donc, je me mets à strat, à penser, et en face de moi, je suis dans une entreprise où on me demande en fait de juste appliquer une stratégie commerciale assez basique, pas parce qu'on est basique et qu'on a envie d'être basique, c'est parce qu'en fait, il faut faire ça dans cette boîte-là, à ce moment-là de la croissance. Et moi, je suis un peu frustré et je veux tester plein de trucs et je veux aller dans des boîtes très tech, etc., etc. Donc, au bout d'un moment, en excellent terme, on se dit qu'on va s'arrêter là parce que toi, tu trouves plus ton compte. Ouais, tu trouves plus ton compte. Mais en fait, mais une semaine avant de trouver tout ce game-là, moi, j'en sais rien, tu vois. Et donc, c'est ce que je fais, et très naïvement, donc là, je décide de me prendre, de me mettre en mode kosovar et de prendre un mois ou deux pour me former comme une brute. Donc, t'es un bon mode je ne perds jamais là, hein. C'est soit je gagne, soit j'apprends là, hein. Là t'as. Ouais, non, mais là c'est en mode. T'apprends tout ce que tu trouves là. je me mets en mode dans le vide volontairement parce que t'as le côté je fais pas ça en même temps qu'avoir un taf, même si en vrai je partais quand même faire des extras un peu sur les marchés et tout, mais je m'arrête de bosser pour apprendre, et je me dis là je suis en train d'apprendre pour pas faire faillite. Tu vois, donc j'apprends comme un malade mental, c'est très théorique forcément, et puis je me dis je vais candidater dans les boîtes où je veux bosser, et comme un abruti. Donc moi je comprends que ce que je veux faire c'est sales. D'accord. Je comprends que c'est là où je veux entrer. Et donc je candidate à tous les postes de sales que je trouve, mais pas n'importe où. C'est-à-dire que moi j'envoie ma candidature à Salesforce, LinkedIn, Google, les big boîtes. Ah ouais. Ah non mais attention, je candidate pas aux États-Unis. Mais c'est bien de douter de rien, t'en fous toi. Non mais là ça va même plus loin, ça va bien plus loin que de douter de rien. C'est que je suis naïf à un point, t'as pas idée. Pas naïf dans le sens ils ont besoin de gens qui ont de l'expérience ou quoi. C'est que je me dis ils vont bien voir que moi tu me donnes les billes. T'inquiète pas mon ami, je vais te faire le taf. Tu vois. Sauf que non. Donc attention, j'ai eu sur ma route des gens extrêmement bienveillants de tous ces mastodontes de boîtes. Tu fais des entretiens ? Tu vas à des entretiens ? Ouais, il y en a qui sont assez tarés pour me faire des entretiens. Alors pas beaucoup, parce que moi, attention, quand je te dis que je vais voir des boîtes, c'est que je vais en voir des milliers. Plein. C'est pas j'ai envoyé 4 CV et je suis frustré parce que j'ai pas reçu un mail. C'est vraiment moi je sais où je veux aller, et je me renseigne même à l'époque sur les écoles. Tu sais, un peu type bootcamp, les Iconoclast, les Human School qui sont derrière redevenus Akimbo, les Rocket School, etc. Moi, ce que je veux, c'est faire de l'argent avec ce métier. Et j'y connais rien. En fait, je suis tellement inculte sur l'écosystème que je comprends que c'est un peu dangereux d'aller sur les structures un peu fragiles parce que je comprends pas le métier. Je comprends pas l'écosystème encore, et donc je préfère aller dans une grosse boîte très très stable où je vais apprendre le métier. C'est très logique en fait, si tu veux. Sauf que les grosses boîtes, elles veulent pas de moi. Je te parle des très grosses boîtes. Hein.
Oui, parce que les grosses boîtes, en plus, elles sont. Ce qui se passe, Basile, c'est que là, tu découvres aussi le séquençage du cycle de vente et des métiers du sales. Hein, parce qu'on va pas trop rentrer dans les termes anglo-saxons, mais il y a tout ce qui est le BDR, le customer success. Il y a plein de métiers, plein de trucs. Il y a les gars qui prennent les rendez-vous, les gars qui font la prospection, les gars qui font la qualification, etc. Le gars qui fait le closing. Donc tout est découpé en rondelles de saucisson. C'est un bordel sans nom, quoi. C'est ça, un grand saucisson, c'est ça. Et, non mais et ça me passionne d'autant plus, tu vois, de me dire incroyable, tu vois. Et donc je revois mes exigences à la baisse, mais c'est absolument pas péjoratif comme terme. Et je me mets à candidater dans des boîtes beaucoup plus, toujours des startups, enfin dans des startups, mais confirmées, quoi, tu vois, des Alan, voilà, exactement, des trucs plus accessibles. Et là, il y en a plus qui me répondent, et notamment une entreprise. En fait, comme je t'ai pas dit ça pour rien, c'est que je m'intéresse aux écoles, parce que je me dis en dernier recours, au pire, je vais travailler comme un malade. J'avais un plan pour travailler sur des chantiers là où j'étais, des petites missions genre de 2-3 mois, mais où tu fais du 7 sur 7, faut pas le dire, mais tu fais un billet. Et je me dis, au pire, je vais bosser avec mes potes sur le chantier là, je fais 3 mois et après je me paye une année dans une école à la con là, et de toute façon pendant l'école je bosse. Rien ne t'empêche d'aller faire un truc. Voilà, exactement. Mindset débrouille, tu vois, genre il y a pas de et donc bref, et dans une de ces écoles là, on me dit, pour candidater, on me dit, ok, mais d'abord vous allez aller passer un test de personnalité. Et moi, avec Eric Kayla, qui m'avait détecté chez donc Biomen, il m'avait fait passer un assessment. Donc je savais à peu près à quoi ça ressemblait. Sauf que là, je tombe sur un truc complètement nouveau dans ma tête. Donc c'est un questionnaire qui s'appelle Assess First. Et donc je découvre ça, et là je découvre plein de choses sur moi, et je vois que j'ai pas un profil dégueulasse, tu vois. Et moi, ayant le passé que j'ai, c'est absolument pas digital, et puis en plus en ayant été dans l'armée, etc., j'ai pas de réseaux sociaux, je suis nulle part, et je me dis ce serait quand même pas mal de se créer un compte LinkedIn. De toute façon, je l'avais créé au moment où j'étais chez Biomen, donc dans la petite startup pharma dont je te parlais, parce qu'il fallait que je puisse être sur LinkedIn, etc. Et donc je commence à me mettre sur LinkedIn, et je publie mon truc Assess First, et là j'ai quelqu'un de chez Assess First qui plus tard deviendra un ami et quelqu'un de très important, qui me repère en fait, et qui voit que mon profil est quand même cool, et il me dit oula, et puis qui comprend qu'il y a une démarche de chercher du boulot. Il comprend que c'est, et il me dit mais t'as candidaté chez nous, et je dis non, et il dit bah hésite pas, nous on recrute que sur la base de ce questionnaire, pas de CV, pas de machin, etc. Ah, c'est délire ça. Ah, d'accord. Et là je candidate, et puis c'est le match absolu. Et donc je suis embauché, je suis recruté par Assess First, donc qui est une startup française mais qui a quand même 20 ans de ballon dans les pattes, qui est une très très belle HR tech française, qui permet, pour faire très simple en gros, aux entreprises de recruter sur le potentiel d'un employé, futur employé, à être épanoui et performant dans son poste, et pas sur son expérience, sur ce qu'il va déclarer, son CV, sa lettre de motivation, ou si le décolleté plaît au manager ou pas, ou si le nom de famille fait pas trop étranger ou pas. Tu vois, c'est plutôt de recruter sur vraiment le potentiel qu'on va détecter par de la psychométrie. Vraiment une analyse fine. Voilà. Et là, je tombe dans des paramètres. Je tombe dans les paramètres que je cherche, à savoir être dans une tech, une vraie tech, parce qu'ils ont vraiment leur propre vraie tech, où on va me faire donc au début évidemment du bizdev, et pas du BDR et pas du sales, avec des gens incroyables. Et c'est une boîte fondamentalement full remote, et full remote pour de vrai, tu vois. Et donc là c'est nouveau pour moi, hein, mais je suis obligé de me mettre à la page, et je change complètement, je me transforme, c'est une transformation là, c'est une mutation là, parce qu'en plus ça va être du B2B là. Tu vas aller voir, du B2B, exactement. Tu vas vendre comme tu dis, de la HR tech, des solutions, des plateformes comme ça pour les directions, recrutement, RH, ressources humaines, et effectivement c'est une entreprise qui vend à d'autres entreprises. Donc on est dans le B2B total. Et puis donc, ces paramètres là, le full remote, tout ça, c'est nouveau. Est-ce que Assess First est sous une forme de type plateforme, logiciel à laquelle l'entreprise souscrit, ou c'est un SaaS, ouais. C'est un SaaS, c'est un software as a service, d'accord. Donc c'est un logiciel en location. SaaS, exactement. D'accord, donc en plus, tu découvres là l'univers du fameux SaaS, qui est quand même la marotte
de la tech. Je dirais, c'est un business model qui est génial. On est dans du volume de logiciels, de licences logicielles qui sont vendues à des entreprises. On se retrouve avec deux notions qui sont hyper importantes, qui drive le chaud et le froid. C'est le MRR, le monthly recurrent revenue, le ARR, le annual recurrent revenue, qui sont en fait les revenus mensuels récurrents et les revenus annuels récurrents d'une startup qui, quand elle démarre le mois d'après ou l'année d'après, bah, elle sait qu'elle a déjà, pam, tant de clients fois tant de licences et fois tant de chiffres égale une prédictibilité, comment on dit ça, de la prédiction sur ses revenus, quoi. Donc ça, c'est le pied, quoi. c'est ça, exactement ça. Yes. Et je découvre encore plus en profondeur du coup tout cet univers. Et il y a juste un truc qui me dérange, c'est que je sens que que ça va dans le bizdev, mais j'aime pas ça. Et ce qui m'énerve le plus, c'est que je sens qu'on pourrait en faire un art martial, mais que là, c'est pas le sujet. Et du coup, je sens que ce que je veux faire, c'est vendre et pas être au tout début du cycle, donc aller prospecter. Même si je comprends qu'on peut monter le game de la prospection à un très haut niveau, à ce moment-là, c'est pas ce que je veux faire. Et en même temps, tu fais quoi? Tu fais les entretiens découvertes? Tu prends les rendez-vous? Tu fais moi, mon job, c'était de prendre les rendez-vous. Ouais, tu fais les appels, enfin la prise de rendez-vous d'entretien découverte. Exactement. Yes. Et en même temps, j'ai un ami qui s'apprête à monter une boîte avec la prétention de développer un SaaS dans une industrie ultra sharp, qui est l'industrie métallique. Et je sens qu'en fait, alors, je suis profondément amoureux d'Assess First et du produit, et du CEO qui est incroyable. Donc David Bernard, qu'on embrasse, et Simon Baron, donc, qui est le CPO, donc le chef product officer, qui a été un des tout premiers employés, et qui est donc cette personne qui m'a détecté. D'accord. Et qui a été entre autres la personne grâce à qui j'ai rencontré Oussama. Tu vois, donc c'est quelqu'un qui a eu un vrai rôle dans ma vie, entre guillemets. Mais sauf qu'à ce moment-là, j'ai beau être très très attaché à la boîte et tout machin, je sens que je vais pas pouvoir exprimer mon potentiel comme j'ai envie. Et comme je te dis, moi j'ai pas l'habitude de rester là où je peux pas. Alors évidemment, je m'assure que on peut pas me donner ce que je veux et que c'est pour des bonnes raisons. Donc il y a aucune mauvaise raison. Et sauf que j'ai une opportunité d'aller me frotter au vrai entrepreneuriat énervé. Et voilà, j'y vais les deux pieds joints. Donc je démissionne et je déménage à Nantes pour rejoindre mon pote qui lui est basé à Nantes avec sa petite famille. Pour se dire, on se donne un an et on essaye de faire ça. Le fameux truc que mon pote voulait lancer. Entre-temps, ta compagne est revenue du Sud? Ouais, entre-temps, elle est revenue du Sud. Bon, elle pour le coup, bosse toujours avec les organisations de soirées. D'accord, ouais. Sur Paris? Les cabarets, sur Paris, voilà. Ouais. Mais on se dit, voilà, c'est une opportunité. Et donc, voilà. Donc, potentiellement, de toute façon, à Nantes aussi, il y a des établissements de événementiels, de soirées, tout ça. Donc potentiellement, elle peut trouver un job aussi sur place à Nantes. Ouais, mais c'est pas le but. Moi, le but, c'est de revenir très régulièrement à Paris et qu'elle puisse continuer sa carrière, qui est une carrière de passionné. Donc, donc, bref, je vais à Nantes et je m'attaque au vrai entrepreneuriat où là, pendant un an, ça a été la guerre, la vraie guerre. Et là, c'est une boîte, c'est la fameuse boîte qui fait les trucs métalliques, là? Ouais, c'est Tollery, Tollery.io, qu'on monte avec mon pote Arthur Mallet. Ça a été une vraie guerre, pour le coup. Ah ouais? Une expérience beaucoup plus douloureuse que joyeuse, dans le sens où, là, pour le coup, ça a été une lutte. Alors, lui a poursuivi et a vraiment fait de ce qu'on avait fait pendant un an. Maintenant, ça marche du feu de Dieu et c'est une boîte extrêmement prometteuse. Mais la première année a été particulièrement rude. Et on a fini par vaincre. C'est une réussite, mais qui a laissé un goût très violent. On y a laissé pas mal de plumes, lui notamment. Beaucoup de difficultés. C'est une société qui a trouvé un financement, qui a levé des fonds ou qui s'est fait en mode bootstrap? Non, justement, c'est une société qui a été... en fait, la tech, parce que c'est une société qui repose sur un asset tech, qui est le SaaS de Tollery. C'est une société qui a été backée techniquement par un groupe. Donc, pour le développer la tech, on a pu compter sur l'argent d'un groupe. Par un groupe industriel, quoi. Ouais, exactement. Qui avait foi en ce truc-là. Mais voilà, il y a eu beaucoup d'aventures. Je sais pas si un jour on détaillera avec Arthur le détail de cette truc-là, mais ça a été la guerre, quoi. Vraiment hardcore. Vraiment. Et attention, je regrette pas de l'avoir fait du tout.
T'as appris, ouais, mais ça a dû être des apprentissages douloureux, mais énormes. Par contre, des gros apprentissages. Par contre, des très gros apprentissages. Et pour quand même finalement retomber sur nos pieds et être en victoire à la fin. Mais voilà, c'était quand même un peu rugueux, donc. Garde des cicatrices, quoi. Ouais, non, mais voilà. Mais ce qui fait qu'en fait, au bout d'un an, quand on est retombé sur nos pieds et que il s'agit d'accélérer, de structurer, etc. Moi, j'ai dit, écoute. Il y a quelles d'ailleurs, Basile, les fameuses difficultés que tu évoques, etc. C'est sur quel genre de registre? Alors, la relation des associés, la compta, le métier lui-même, c'est quel genre de... Il y a un contexte derrière cette histoire. Il y a un contexte personnel qui est particulier que je détaillerai pas parce que c'est ma vie privée, mais c'est aussi celle d'autres, mais qui est très normal. Hein. Mais voilà, il y a un contexte de vie privée qui est compliqué, qui nous empêche de prendre des bonnes décisions. Donc on est très amis avec Arthur et on s'aime beaucoup toujours aujourd'hui. Hein. Donc c'est pas une histoire d'associés qui s'entendent pas. Hein. Ça c'est pas du tout ça l'ambiance, parce que ça arrive dans beaucoup de boîtes. Clairement. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas ça le. J'ai vécu moi. J'ai vécu des graves conflits d'associés, des trucs chauds qui sont partis en cacahuète sérieux. Hein, donc. Donc là c'est pas ça du tout. Non, le premier gros problème qu'on a, c'est que on a un truc que l'on sait valoir de l'or, mais que, alors, on peut pas dire que personne ne veut acheter parce qu'on a plein de gens qui nous achètent. D'accord. Mais on fait face à une espèce de dispersion de gens où on n'arrive pas à comprendre qui veut vraiment le plus acheter notre produit. On a. Basile, là, tu nous amènes dans le monde magique du PMF, le Product Market Fit. Exactement. Quel est le ciblage, quelle est la cible, quel est le truc, c'est qu'en fait, on a fait plein d'erreurs, comme beaucoup d'entrepreneurs, mais on avait quand même un PMF, tu vois. D'accord. Et on a même été tester notre PMF avec des gens qu'on connaît, qui sont assez connus, tu vois. À l'époque, c'était Germinal, etc., qui sont des professionnels de ce sujet. Ouais, clairement, du coup, c'est tout ça. Pour justifier justement l'argent qu'on demandait au groupe de mettre sur la table pour la tech. On a eu des gros problèmes pour une raison que tous les grands investisseurs évoquent, c'est d'avoir eu besoin d'externaliser la tech. Donc en fait, on a fait développer par agence. D'accord, pas d'équipe internalisée. Pas par facilité, mais parce qu'en fait, on n'avait vraiment pas les ressources et qu'on pensait que c'était le meilleur moyen. Ça a été vraiment chaud pour le coup. Ça s'est bien fini. Tu te retrouves avec une relation de prestataire de service client, mais là, ça a été avec des livrables. La guerre pour de vrai, exactement. De la pression qui venait de notre côté de par une certaine dégradation de la vie privée dont je parlais, que je garderai privée, mais qui faisait que on était tellement skin in the game que c'est chaud. On comprenait pas que les autres le soient pas, mais en fait les autres c'était juste des prestataires qui faisaient leurs 9-17 heures. C'est ça. Et donc on était comme des oufs. On savait qu'on bluffait l'industrie, enfin les gens qui faisaient partie de l'écosystème où on était. On savait que ce qu'on commençait à produire était bluffant. On savait qu'on était collé au cul par la concurrence très installée en Allemagne, qui nous traquait sur tout et qui pensait qu'on les voyait pas. En plus, c'était génial. Mais tu vois, on vivait un peu tout ça et on avait du chiffre d'affaires et de l'utilisateur, mais pas beaucoup et surtout complètement explosé. C'était lunaire. C'était vraiment éparpillé, quoi. C'est de l'éparpillement, quoi. C'est tout. Exactement. C'est compliqué d'ailleurs, hein, parce que pour le coup, pour être focus, pour scaler, pour avoir de la croissance comme ça qui devient hyper normée, et pour les processus, c'est compliqué. Tu parlais de l'aventure Toleri. On était sur l'aventure Toleri, de l'agence, les difficultés, le côté éparpillement des clients, qui a fait que c'est compliqué d'être focus et d'avoir une croissance. Et donc en fait, voilà, c'est ça. Et on avait beaucoup de pression parce que pour donner un ordre d'idée, la tech, le coût de la tech commençait à monter en centaines de milliers d'euros et il ne faisait que monter. Et en plus de ça, on avait des grosses difficultés à tenir l'agence entre guillemets, même si en fait on a compris plus tard que c'était une illusion de croire qu'on pouvait tenir une agence. Et on n'arrivait pas à trouver cette espèce de focus. Et c'était chaud. Toi, t'étais associé là, Basile. T'avais des parts dans le. Non, on avait très mal structuré. Il n'y avait pas vraiment de société à l'époque, en fait. C'était un peu spécial, mais
Ouais, donc c'était bref. Ça, c'est pas un truc. Ouais. Un passage difficile. Mais en gros. Dans la... Ouais, non, mais difficile. Mais par contre, une école incroyable. Bah, et au final, jusqu'à assez tard dans le process, on trouve pas notre traction. Et on finit par la trouver au prix de beaucoup d'efforts et de travail. Et ça finit par bien se passer, mais ouais, ça a été intense. Pour pas utiliser que des termes négatifs, parce que c'était pas négatif du tout, mais ça a été intense, ça a été coûteux, pas que en argent. Tu as laissé, et comme du coup, tu as laissé quelques plumes là. Ouais, non, moi ça, ouais, mais en tous les cas, c'est bien parce que dans le sens, c'est ça aussi l'entrepreneuriat, et c'est aussi de se dire peut-être que si j'avais été dans une boîte, enfin si ça avait été sur un produit qui me passionne, un sujet qui me passionne, entre guillemets, une mission qui m'habitait un peu plus que la pièce métallique dont j'avais, pour être très clair avec toi, strictement rien à faire avant de faire cette boîte-là. Même si ça a été un sujet qui m'a beaucoup intéressé, parce que j'ai dû forcément m'immerger dans le truc. Ça aurait été, je pense, très différent. Mais donc voilà, pour revenir à ça. Et puis après, je suis retourné dans le sales. Je suis même revenu chez Assess First plus tard pour devenir sales chez Assess First. Tu reviens ouais. Je suis un boomerang. J'ai fait ça dans plusieurs boîtes. Mais et puis après, j'ai monté des début, je faisais un peu de business sur le côté d'accompagnement, branding, stratégie, etc. Et puis après, j'ai vu que sur le sales, même s'il y avait beaucoup d'offres sur le marché, il n'y en avait quand même pas beaucoup qui semblaient vraiment coller aux boîtes avec qui je communiquais. Donc j'ai commencé à faire ça. Et puis petit à petit, j'ai développé ce qu'aujourd'hui est Outbound Mafia, donc la structure sur laquelle je vends mes prestations, mon accompagnement, ma formation et mon suivi en fonction des boîtes avec lesquelles je travaille. En fait, si je résume, ce que je comprends de ton parcours, c'est que ayant tellement creusé, appris par toi-même, mais aussi sur le terrain, par tes différents postes dans le sales, auprès de ces boîtes-là, de la tech, finalement, derrière, tu t'es dit, là, il y a, premièrement, j'aime former, éduquer, accompagner les autres sur ces compétences du sales. Et donc, c'est aussi ce qui t'a peut-être poussé à monter ta propre structure de formation, d'accompagnement des équipes commerciales, en fait. Ouais, très vite, j'ai remarqué. Excuse-moi. Très vite, je savais que j'aimais beaucoup transmettre et entraîner les autres, et puis surtout que ça fonctionnait, parce que à la rigueur, que t'aimes, bon, c'est bien, mais que ça donne du résultat. Donc c'était naturel en fait d'évoluer là-dessus, et je suis allé moi très très en profondeur dans la théorie, je suis allé très en profondeur dans la pratique. Bon, je m'en fous un peu moi du palmarès de quelqu'un quand il s'agit d'enseigner. Alors évidemment c'est bien, hein, il faut avoir été sur le front pour pouvoir en parler, mais c'est plus, est-ce que la personne a identifié les gros leviers et est-ce qu'elle est capable de les transmettre. Et donc moi c'est sur ça que j'ai basé mon approche, et quand j'ai commencé un peu à accompagner gratuitement entre guillemets, mais à former les bizdev un peu à droite à gauche que je connaissais, à leur donner du tips, à essayer de les suivre, j'ai vu très très vite que les résultats étaient au rendez-vous, et donc je me suis dit bon voilà, il y a moyen de confectionner quelque chose de plus carré autour de ça, et toutes les entreprises ont besoin de ce genre de choses là. Bon, Basile, je regarde l'heure, tu es en train de déraper. Ouais. Il faut que tu partes, je crois, tu devais partir. Donc, ce que je te propose, c'est peut-être à ce moment-là de nous orienter. Tu vois, je couperai ce passage-là, évidemment, mais est-ce qu'on a le temps de poser les 3 questions de la fin et de partir un peu sur le. Oui, bien sûr. Oui, je vais pas te planter. Oui. Parce que je voudrais pas non plus te retarder, trop. Non, mais vas-y, 10 minutes encore, il n'y a pas de souci. Tu as des contraintes là-dessus. Donc voilà, bon, je reprends le fil. Donc, Basile, ce qu'on voit, c'est que donc tu as clairement, pour moi, un vécu d'entrepreneur dans les tripes, hein, parce que on a vu que tu avais bossé très jeune, le bac, clac, tu te mets à bosser, t'as pas peur de bosser, n'importe quoi, tout et n'importe quoi, les marchés, les trucs, la restauration, serveur, etc. Donc
là, c'est vraiment on voit bien qu'il y a un ADN qui est quand même un ADN de l'action. On peut pas te l'enlever. Et puis tu as, en fait, pour le coup, tu symbolises parfaitement le nom de ce podcast avec le côté je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends, parce que premièrement, tu as une farouche volonté de conquête et de gagner. Donc ça c'est clair. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est ce que tu nous as raconté, c'est que tu as plongé dans les apprentissages. C'est-à-dire que tu as poncé et double poncé, triple poncé, tout ce qui pouvait toucher au monde de la vente, du sales, dans cet univers de la tech. Des startups que tu as découvert, et donc finalement, voilà, jusqu'à en faire aujourd'hui ta structure, je dirais d'accompagnement sur ce secteur-là, qui, je le rappelle, s'appelle Outbound Mafia, qui est ta structure actuelle, et où tu délivres, j'imagine, voilà, conseils, accompagnement, coach, formation sur des équipes commerciales de différentes, alors plutôt des startups. Tu fais ça auprès de PME, entreprises classiques, ou c'est très start-up quand même? C'est très start-up par appétence, mais la porte n'est pas du tout fermée aux PME. Enfin, il y a de la PME dans mes clients. C'est peut-être là d'ailleurs où il y a le plus de progrès à faire, ou d'apprentissage à apporter, hein, sur des sociétés qui sont peut-être un peu, qui n'ont pas nécessairement eu ce qu'on appelle la transformation digitale de plein fouet, etc. Ils ont peut-être justement besoin de cette expertise que tu as créée, quoi. Hein. Ouais, c'est clair. Hein. Ouais, c'est vrai. Yes, bon, il y avait un truc croustillant dont je voulais qu'on évoque, mais on le fera. Tu feras un match retour. Tu reviendras une autre fois dans cette interview, parce que j'aurais voulu que tu nous creuses de ton point de vue, avec ton regard à toi, de authentique et de no bullshit. J'aurais voulu que tu nous racontes un peu tes rencontres comme ça qui ont marqué ta vie, notamment. Je sais qu'il y a Oussama qui traîne pas très loin dans ton entourage, et avec lequel tu fais un podcast, etc. Donc étant donné la personnalité décriée du personnage, moi j'aurais bien voulu, tu vois, non pas par voyeurisme, mais j'aurais voulu peut-être aborder ce sujet-là, mais on le fera. Écoute, on le fera une autre fois. Avec grand plaisir pour faire un point 2. Avec plaisir. Et puis même moi, peut-être que je viendrai, ça dépend où est-ce que t'es, mais quand tu fais ta gamba des gamberges, peut-être je viendrai avec toi. Je viendrai faire une marche à 6h du mat en forêt. Ça sera sympa. Écoute, si t'es un lève-tôt, de faire ça. Pour la fin, ce que j'avais envie de te demander, Basile, c'était, on l'a bien vu là, toi, tu as beaucoup poncé tes apprentissages avec notamment l'internet, hein, le web, YouTube, etc. Est-ce que tu as comme ça un truc, un livre, une chaîne YouTube ou quelque chose qui est pour toi la plus grande, je dirais, source d'apprentissage de ta vie? Est-ce que tu as un truc comme ça qui est un truc incontournable, un livre qui t'a marqué, ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs, ça peut être un podcast, ça peut être ce qu'on veut. Est-ce que tu as un truc comme ça? Le truc le plus puissant que j'ai découvert et qui m'a le plus changé, j'ai découvert assez récemment d'ailleurs. C'est pas un livre, c'est pas un podcast, c'est pas du contenu, c'est pas du consommable. D'accord. C'est juste l'œuvre d'une personne qui est totalement sous-cotée et trop inconnue en France, qui s'appelle Paul Graham, qui est le fondateur de Y Combinator, qui est le plus brillant et grand incubateur et accélérateur de start-up au monde. Et en fait, Paul Graham, il a un site qui s'appelle paulgraham.com, où il a écrit toute sa vie des essais. D'accord. Donc les Paul Graham Essays, qui sont en libre accès sur son site. Alors son site est dégueulasse parce qu'il est codé en Lisp et que c'est un site extrêmement rustique, mais c'est son ADN à ce mec-là. Je pense, hors les trucs très programmation, parce que c'est un programmeur, donc faut pas non plus... tu prends n'importe quel essai de Paul Graham, tu ne fais qu'apprendre des choses. Et c'est des grandes choses. C'est pas oh c'est sympa, je savais pas que les toucans pour se reproduire, c'est pas des détails, c'est t'apprends des grandes choses qui cassent complètement ta vision. C'est quelqu'un qui a énormément inspiré Oussama. Tu parlais d'Oussama. Paul Graham, c'est celui qui inspire ceux qui nous inspirent. Tu vois, mais sauf qu'on le sait pas. Donc, c'est game changer. N'importe qui découvre Paul Graham et qui se. Alors, par contre, il faut faire l'effort de se plonger dans les essais. Alors, moi, c'est pas du bullshit, hein, ce que je te raconte. Je mettrai dans les notes de l'épisode. À côté de moi. Je mettrai ça et tu vois, moi, j'ai du mal à lire sur écran sur son site dégueulasse. Donc, moi, Paul Graham, c'est pas une blague. Hein, ce que je te raconte, c'est que son travail, moi, il est imprimé et je travaille dessus tous les jours. Je lis ses essais, je me replonge dans ses essais, etc., etc. Tu vois, celui-là, c'est un des plus connus qui s'appelle How to Get Startup Ideas, tu vois. Donc, et on parle d'un mec qui a financé Airbnb, Stripe,
parle d'une figure qui a donné sa chance à Sam Altman, qui est le fondateur d'OpenAI, tu vois. Donc on parle d'un type qui connaît légèrement son sujet et qui est incroyable. Donc ouais. Ouais, très belle. Bah, tu vois, alors là, c'est extraordinaire parce qu'on m'en avait jamais parlé et effectivement, je suis en train en même temps, c'est incroyable. Je suis en train de regarder là le site. Comme tu dis, c'est dégueu. Il y a même pas de certificat HTTPS pour ceux qui s'y connaissent un peu, etc. Mais il y a une liste de folie de papiers, d'essais et je vais et me c'est plonger que de la dedans. pépite. Je vais me plonger dedans parce que ça m'intéresse fortement. Ouais, super. Ok, bon bah ça, tu vois, c'est la pépite là. Tu vois, bravo, merci, merci, vas-y. Avec plaisir. Merci à lui pour tout. Avant dernière question de la fin, c'est allez. Histoire de voir, approfondir un peu ton ambition ou ta projection de vie. Si jamais on te donnait un chèque en blanc, c'est-à-dire que tu as des moyens financiers illimités, est-ce que tu saurais nous raconter qu'est-ce que tu ferais de cet argent-là? Est-ce que tu aurais envie de racheter une boîte et quelle boîte? Ou est-ce que tu aurais envie de créer quelque chose avec cet argent-là? Qu'est-ce que tu ferais? Ouais, moi, ce sera forcément créer quelque chose. Oui. T'es plutôt un bâtisseur. Ouais. Mais je pense que j'ai pas la faculté à diluer mon idée. Enfin, je préfère, en gros, je préfère construire. Si j'avais un chèque en blanc, Dans quel sujet ça si j'avais vraiment cash illimité, c'est cash illimité. Il y a deux choses qui me. Alors, je veux construire une boîte, mais vraiment, j'essaierai de changer les. En fait, je peux pas avoir cash illimité et me dire que je vais monter une entreprise pour l'argent, parce qu'en fait, ça n'a pas vraiment de sens du coup. Mais qu'est-ce que tu essaierais d'apporter à ce monde? Pour moi, il y a un truc. Si j'avais cash illimité, je créerais une boîte et j'essaierais de trouver comment résoudre un problème qui est que on atteint un âge de sagesse énorme à notre ère actuelle, où l'intelligence n'a jamais été autant semée dans autant de formats et de supports différents. Et ça va ne faire qu'empirer dans le bon sens du terme. Ouais, c'est ça. Le nombre de choses qui sont déblatérées dans des micros, dans des vidéos, dans des livres, dans des feuilles, dans des articles, dans des commentaires, dans des posts, c'est démesuré. Sauf que tout ça est folle. Ouais, la production de connaissances, elle est exactement. incroyable. Mais tout ça reste. Moi, je te parle vraiment de là où il y a des idées. Et tu verras quand tu vas lire Paul Graham que t'es au bon endroit là. Il y a des choses qui sont des game changers dans plein de domaines. Soit qui changent la vie des gens qui le consomment, soit qui inspirent tellement de gens en même temps que ça crée des projets et des évolutions. Et le problème, c'est que tout ça, c'est noyé, en fait, pour une raison très simple, c'est que c'est forcément une toute petite teneur de l'ensemble. Donc, c'est noyé dans l'ensemble qui est, mais je sais pas combien de milliers, centaines de milliers d'heures de nouveaux contenus de podcast il y a par jour qui est publié sur les plateformes. Mais je sais pas si tu te rends compte que c'est un truc qui tu vois, c'est le paysage, il ne fait qu'augmenter vers l'infini. Donc la boîte que moi je, tu vois, et toi et moi, et on y contribue tous les deux. On est en train de passer des heures et des heures là. Exactement. On y contribue tous les deux. Et ce que je veux dire, c'est que la boîte dont je parle, je pense qu'il va y avoir une nécessité vitale un jour à être en mesure de ne plus avoir besoin de chercher où est l'intelligence et de pouvoir l'identifier très facilement dans un océan d'informations. Et même dans l'intelligence, il y aura des strates de qualité. Et je pense que l'IA peut beaucoup aider, mais je pense qu'il y a une manière de stocker et d'utiliser le contenu de manière ingrédiente. Il y a un truc à développer à ce niveau-là, parce que demain, il va falloir être capable de dire à un minot de 20 ans qui est le plus prometteur de la planète sur un sujet, pas de problème. Tiens. Voilà les 4 choses que tu dois travailler sur cette année. C'est ça. Voilà. Alors qu'il va y avoir des trilliards d'informations. Exactement. Tu vois ce que je veux, tu vois où je veux en venir. Exactement. En fait, notre capacité à accéder à la bonne information n'augmente que très faiblement, alors que le nombre d'informations, lui, augmente de manière démesurée, ce qui en fait rend nul notre évolution de capacité à accéder à la bonne information. Je sais pas si tu vois le déséquilibre des deux courbes. Et il y a un besoin, d'après moi, de résoudre cet écart, parce que
il faut pas lâcher cette exponentialité du savoir qui s'étend. Au contraire, il faut qu'on s'y harnache pour en bénéficier au plus en tant qu'espèce et en tant qu'avenir, etc. Donc voilà, la première boîte que je ferai avec ça. Alors là, pour le coup, même si je resterai très investi dedans et dans tout, ça veut dire réunir des cerveaux au début, ça veut dire prendre les plus vénères de l'IA que tu peux trouver, et peut-être que ça se passera pas par l'IA, mais en tout cas, il y a besoin d'énormément d'R&D pour arriver à quelque chose. Mais pour moi, c'est très possible, hein. On est loin du fantasme. La deuxième chose, moi j'ai un autre fantasme technique. Pardon, ouais, excuse-moi. Non, je disais, la deuxième boîte que j'aimerais créer si j'avais des milliards à mettre dedans, c'est une réflexion que je me suis fait assez jeune, mais je pense que je suis loin d'être seul. Hein. On parle souvent d'énergie et du fait que il n'y a pas vraiment d'autres raisons que notre espèce périclite autre qu'une guerre mondiale nucléaire ou une lacune tellement énorme d'énergie que bon, finalement, ça finira de toute façon par engendrer une guerre mondiale. Mais je sais pas si tu vois l'idée, c'est que l'énergie, c'est un levier énorme qui est aussi un des plus grands facteurs de décision qui nous pousse à polluer et à détruire. Yes. Et en même temps, on nous dit aussi que l'énergie, le meilleur moyen de créer de l'énergie, c'est l'énergie elle-même. C'est-à-dire que tu prends une éolienne ou une dynamo, le fait que tu fasses ça dans ton pédalier de vélo crée de l'énergie. Tu vois ce que je veux dire. C'est l'énergie qui est produite par l'énergie naturellement produite. Donc le vent, c'est de l'énergie naturelle. Sauf que moi qui mets une pêche dans un punching ball, c'est de l'énergie naturelle. Moi qui pédale, c'est de l'énergie naturelle. Et moi, j'ai un fantasme dans ma tête, c'est de construire des bâtiments et des immeubles. C'est ce qui est la même chose, pardon. Mais peu importe, de construire une société, mais donc je vais commencer par l'espace bâtiment, des maisons, où la moindre chose est un récupérateur d'énergie. C'est-à-dire que le moindre pas que tu fais sur le sol emmagasine faiblement de l'énergie. La moindre poignée de porte, la porte que tu pousses. Exactement. Et en fait, mais que tout soit récupéré et rien ne soit perdu. Et quand j'ai fait ce constat-là dans ma tête, j'ai eu un vertige parce que je me suis dit, est-ce que tu te rends compte, évidemment c'est incommensurable dans le sens le plus premier du terme, de l'énergie que l'humanité a dépensée dans le vent. Je sais pas si tu te rends compte du truc. Imagine que demain cette boîte existe. J'avais vu passer un truc comme ça où il y avait des salles de concert où les planchers, les gens dans la fosse, quand ils étaient sur les planchers, ils récupéraient l'énergie. J'avais vu passer une boîte. Ah, mais il y a des choses qui existent. Il y avait même une boîte qui faisait de la R&D pour remplacer les trottoirs des avenues les plus passantes du monde par des récupérateurs, des capteurs de récupération. Mais la techno de récupérer l'énergie, elle, si elle n'existe pas de manière aboutie, elle existera forcément. Mais mon délire, c'est de construire pour que l'humain... Parce que cueillir la techno, c'est bien, mais il faut bien l'auteur de l'énergie. Ouais, c'est clair. Tu vois ? Et s'il y a bien un auteur qui restera jusqu'à la fin de l'humanité, c'est l'humain. Tu vois ce que je veux dire ? C'est débile, mais et je me dis, imagine que 100% de l'humanité vive dans un environnement qui ne fait que récupérer et recycler son énergie. On est en cycle. Bon, c'est fantasmique comme idée, tu vois, c'est utopique. Non, mais c'est exactement. T'as compris ce que je veux dire. T'as compris où je veux. Donc voilà, ce serait une de ces deux modestes boîtes, tu vois, qui de toute façon coûterait des milliards. Mais l'énergie absolue, universelle, illimitée, c'est la source, c'est le dernier game changer, comme tu dis, quoi. Exactement. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que il est à peu près certain. Il faudrait des géants du calcul pour nous le quantifier, mais il est à peu près certain qu'un humain, si on lui met un outil technologique viable en face de lui comme récupérateur de son énergie produite, produit plus d'énergie qu'il n'en consomme, à condition de ne pas être un débile mental qui laisse tout allumer chez lui, qui roule... Tu vois. Mais il est évident qu'au cours de sa vie, un humain qui va passer la moitié de sa vie à dormir déjà, va produire plus d'énergie qu'il n'en consommera. Le truc qu'on n'a pas, c'est qu'est-ce qu'on met en face de lui qui lui rend cette énergie produite viable à être consommée par lui-même. Tu vois, et en fait, c'est même pas humain par humain, c'est humanité par humanité. Tu vois, faut que l'essence totale, voilà. C'est une vision, mais encore une fois, c'est pas le. Je te rejoins là-dessus. C'est pas avec une cagnotte litchi, c'est pas avec une cagnotte litchi qu'on va fonder ça. Tu vois, il faut bien lâcher un blanc pour faire ça. Ouais, c'est clair.
Ouais. Et Mais puis, c'est une idée, c'est une idée extraordinaire. De toute façon, effectivement, l'énergie, notamment, il y a ce qu'on appelle les supercalculateurs, le quantique, l'IA qui est en train d'arriver, et ouais, cetera. Et effectivement, tout ça, ne repose et ne tourne que grâce à de la sonde d'énergie. exactement. Donc, oui, c'est Ouais, le vrai caillou dans la chaussure, il est là, hein. Donc, écoute, très profonde idée. Et c'est ouais. comme ça qu'on peut probablement changer la planète et le futur et notre humanité. Bon, écoute, super, je retiens ça, c'est super original en tout cas, bravo. Dernière Avec question, plaisir. avant qu'on se laisse, Basile. Ouais. Je suis ravi de t'avoir reçu sur ce podcast, et j'aimerais savoir si toi, tu aimerais, y voir, quelqu'un que tu connais ou quelqu'un qui, voilà, est-ce que tu aurais comme ça un invité, soit à me mettre en contact, avec cette personne, soit, bah, tout simplement, Mmh. me donner un nom pour que j'aille à la chasse et que j'essaye de faire venir sur cette podcast, cette personne. Est-ce que comme ça, tu aurais Ouais, une ou 2 bah, personnes? dans l'état d'esprit, je ne perds jamais, entrepreneur, agile, et cetera. J'ai pas mal de noms, mais je te recommanderais peut-être mon pote Marwan Wada. Je sais pas si tu connais Non, déjà, je connais pas, mais mais je Marwan, pense c'est qu'il un gagne à être connu. entrepreneur, créateur de. Ouais, lui, il gagne vraiment à être connu. C'est un entrepreneur, donc un créateur de SaaS. Ils font D'accord, 2 SaaS en même temps en ce moment même, OK. et pas des petits SaaS. Et c'est aussi, il a une caractéristique, c'est que c'est un ancien de Lemlist, un D'accord, ancien OK. sales de chez Lemlist. Yes. Voilà, et c'est vraiment un mec qui fait du built-in public avec ses 2 SaaS et qui est un vrai OK. charbonneur. Bon, bah, Et un mec qui vit dans le vrai skin in the game, quoi. C'est pas, bon, il y a écoute, pas Pôle emploi tous les génial, mois, génial tu vois. ça. Donc je te mettrai en relation Voilà, avec lui. Après, tu me fais la passer seule, je suis en passerelle train de me et le dire en ouais. le disant, c'est un mec qui a pas beaucoup de temps. Mais Bon, voilà, c'est on un peu le essaiera de propre faire, de tous les gens qui sont. 1 heure Ouais, bien intense sûr. et pas 2. Non, mais dans le sens, ouais, faut juste trouver le bon moment pour le. Mais je te mettrai en relation avec lui et puis voilà. Yes, avec plaisir, génial. Bon, bah, écoute, super, super, Basile. Bah, nous, écoute, c'est que partie remise parce qu'effectivement, tu as tellement Ouais. d'aventures à nous raconter qu'on pourrait, en faire des heures et des heures mais en même temps, Mais comme j'ai tu dis, l'habitude de ça. Je suis. on va pas polluer encore plus, d'informations, heu, ce qu'on fait déjà, Non, non. mais écoute, Non, c'était mais super. on se refait Ouais. un point 2 un jour, C'est sans super problème dans intéressant. le mois qui vient. Merci Basile de m'avoir consacré, ce temps-là, ce temps précieux, voilà, de ta vie. Pour moi, c'est un cadeau, tout ce que tu as pu, nous raconter, c'est autobiographique, c'est bien. Donc, voilà, tu vas avoir ta trace numérique, de ton parcours, c'est chouette. Merci Bah encore écoute, merci à Basile. toi en tout cas pour l'accueil. Longue route, force et courage à toi et puis, écoute, je te dis à très bientôt. C'était Basile Vierne, le B comme on l'appelle, qui était sur le podcast Je ne perds jamais. Merci Basile. Merci beaucoup, Patrick. Ciao, ciao. Salut. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.